Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et bienvenue dans cette formation dédiée à Lightburn. Alors Lightburn, c'est quoi si vous ne le savez pas? C'est un logiciel de gestion, préparation, voire même de création de contenu pour les graveurs laser. Et je précise les graveurs laser de tout type, enfin les plus connus. Alors vous avez à côté de moi un laser de type diode, ce qu'on va voir donc dans le gros de cette vidéo, mais aussi les lasers de type CO2 qui sont bien par exemple pour le bois, le plexiglas transparent et tout. Les lasers de type fibre qui sont bien pour le métal. Et les lasers de type UV pour le métal, mais aussi le plastique. Bref, ça couvre beaucoup de choses. C'est un logiciel qui est très puissant, qui est assez ancien, qui est le standard en fait, des slicers, on va dire, pour les graveurs laser. Il est très très connu, mais je vous cache pas que je le montre dans différentes vidéos, je l'explique pas en tant que tuto, et j'ai souvent des demandes, bah ouais Thomas, Lightburn ça a l'air bien, mais pour moi c'est compliqué, ou je comprends pas, ou j'ai du mal, ou alors je galère avec un logiciel gratos. Faut pas se leurrer, vous faites de la gravure laser, à moins d'avoir un logiciel proposé avec votre machine, je pense notamment à la marque Xtool, mais aussi d'autres marques, mais pour le reste, il faut passer sur Lightburn. En gros, vous n'avez pas le choix. Donc, le but dans cette vidéo, c'est de vous accompagner du début jusqu'à la fin, entre découvrir l'interface finalement de Lightburn, les composants principaux, son fonctionnement, sa philosophie. Ensuite, on va découvrir d'une façon un peu empirique, c'est volontaire d'ailleurs, comment on trouve les paramètres de gravure ou de découpe pour tester tout ça et à la fin faire un petit projet créatif. Le tuto est assez long, il y a beaucoup de choses à découvrir sur cet univers et ces différents composants, c'est étape par étape. D'ailleurs, vous avez dans la ligne de temps, dans ce sens-là, pardon, dans YouTube, tous les différents chapitres, donc n'hésitez pas à aller avancer, aller vraiment à l'essentiel pour vous, en fonction de ce que vous recherchez, de revenir en arrière, bref, voilà, n'hésitez pas à naviguer. Vous avez tous les liens en description de la vidéo, que ce soit les machines que j'utilise, les machines que j'aime, si vous cherchez des graveurs laser, mais aussi vers les tests des graveurs laser que j'ai fait, donc mes vidéos YouTube, car dans ces vidéos-là, souvent, j'explique un peu plus l'avantage, l'inconvénient de ces différents lasers, ce que l'on peut faire avec, et puis des petits projets créatifs. Bref, voilà, cette vidéo va couvrir beaucoup de choses. C'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans des détails très avancés. Même l'interface, je la survole. Les paramètres, je les survole. Le but, c'est voilà, vous aider à être plus préparé pour les vidéos suivantes qui vont venir de cette formation, car je vais couvrir différents types de machines, c'est-à-dire que là, dans cette première vidéo, elle est très généraliste et je me base principalement sur ce graveur, cet Acmer, voilà, ce graveur diode, mais je vais faire des vidéos qui seront plus dédiées à la gravure de type fibre, ou CO2, ou UV, ou revenir sur le diode. Il y a des choses en commun sur tout ça, mais il y a des choses qui sont spécifiques à ces types de graveurs laser. Donc, histoire de ne pas tout mélanger, on va faire un peu de séparation. Ou alors, je parlais il y a quelques instants de trouver les paramètres pour de la gravure ou de la découpe, ce côté empirique que je présente, je dis dans cette vidéo, mais il y a des solutions pour utiliser des matrices de test ou des projets Lightburn déjà existants, pour trouver vos paramètres plus efficacement, mais ce sera une vidéo à part, vraiment dédiée sur, entre guillemets, la calibration, les bons paramètres de vos lasers, histoire que ce ne soit pas perdu dans une grosse vidéo, mais vraiment une vidéo dédiée. Ou alors, je ne l'ai pas montré ici, comment calibrer la caméra avec Lightburn. Et bien sûr, pas mal de petits projets créatifs ou des petites subtilités, des petits trucs et astuces. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une longue série que je vais étaler comme ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à profiter des commentaires en dessous de la vidéo pour justement me dire, tiens Thomas c'est cool, mais moi c'est plutôt ça que je voudrais faire, ou ça, ou je recherche ça, ou je galère là-dessus, ce qui peut me piloter, on va dire, pour trouver c'est quoi les sujets les plus importants pour vous, et donc faire des vidéos qui vont toucher un maximum de personnes et pas une minorité. Voilà. Profitez des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est des moyens faciles pour soutenir justement la chaîne, et dès que la vidéo monte dans les statistiques et tout, moi ça me fait plaisir. Et si vraiment la formation vous plaît beaucoup, au lieu de claquer de l'argent dans un CPF pour des formations sur la gravure laser, et honnêtement, si vous êtes un passionné hobbyiste, YouTube suffit largement, j'ai envie de vous dire, et pas que mes vidéos, vous avez le petit bouton de merci, c'est un moyen de faire une petite donation pour la chaîne. Voilà, ça m'aide à faire avancer, à payer la matière première de mes graveurs laser, parce que je dépense beaucoup d'argent dedans. Et sinon, vous avez aussi les souscriptions à la chaîne. C'est en gros un abonnement mensuel, il y a différents tarifs pour soutenir, il y a quelques petits avantages. C'est assez symbolique, mais voilà, c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne si vous aimez ce genre de choses. Donc voilà un peu cette grosse introduction de beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va attaquer par découvrir les différents composants d'un graveur laser. Et nous voilà devant la machine déballée qui pourrait être très bien votre machine. Alors pourquoi j'ai choisi notamment l'Acmer? C'est parce qu'elle propose entre guillemets
à peu près toutes les options que l'on trouve sur des machines un peu plus haut de gamme, ce qui permettra de, en fonction de votre machine, de trouver des choses similaires ou peut-être pas, mais au moins ça permet de vous montrer l'ensemble des fonctions intéressantes sur un graveur laser. Donc on va voir un petit peu ça ensemble et je vais vous expliquer en fait autant sur les accessoires, les éléments fournis en plus, mais aussi la machine, ce qui est important, à quoi ça correspond et bien sûr le vocabulaire associé. Avant de parler de la machine en elle-même, je vais quand même parler des accessoires qui sont fournis avec, histoire qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel par la suite. Déjà, la première chose à chercher, c'est voir s'il y a un manuel pour l'assemblage de la machine. Alors, je vous cache pas que la Khmer est vraiment très simple, il y a quelques instructions fournies dessus. Souvent, c'est en anglais, vous avez problème avec l'anglais, prenez votre téléphone, Google Translation, il y a la fonction pour prendre des photos et traduire directement. Voilà, mais c'est assez simple, souvent les images peuvent vous aider, c'est l'anglais assez basique, mais bref, voilà, essayez de vraiment trouver ce genre de petit manuel, surtout pour ne pas rater quelque chose et lancer votre machine plus tard en oubliant des vis qui pourraient forcément être problématiques. Et vous avez bien évidemment le manuel en lui-même. Alors chaque société a un manuel plus ou moins différent, celui-là est quand même relativement complet, ça couvre autant la machine que les logiciels à côté, mais aussi l'entretien. Donc voilà, c'est assez important, jetez un coup d'œil dessus, c'est pareil, c'est en anglais, souvent, je parlerai par la suite, dans la clé USB ou la carte SD fournie, il y a souvent la même version en PDF qui peut être plus simple pour de la traduction. Tant que je suis dans le papier, alors c'est pas le cas de tous les fabricants, Khmer propose une liste en fait de matériaux, alors en anglais, du bois, du contreplaqué, de l'acrylique black, donc opaque, pas transparent, j'insiste bien là-dessus, du cuir, tout ça. Est-ce que c'est pour la partie diode? Parce que là j'ai une machine avec un laser diode et un laser infrarouge ou infrarouge. Vous avez les vitesses, vous avez la puissance, avec des résultats à côté. Alors c'est une base de travail, mais ça peut vous aider effectivement de bien démarrer en fonction des matériaux que vous avez, ce qui est assez cool. Vous pouvez même mettre votre petit commentaire à côté. Donc voilà, c'est qu'une base, mais c'est assez cool franchement d'avoir ça directement sous la main, surtout quand vous commencez. En règle générale, vous avez une petite boîte à outils qui est fournie plus ou moins complète. Là, on a un petit peu tout ce qu'il faut, les quelques tournevis pour démonter la machine pour l'entretien, par exemple, ça peut servir. Un petit pinceau, il y a de la graisse, un petit tissu antistatique. Vous avez quelques connecteurs sûrement nécessaires pour l'assemblage de la machine. Là, dans le cas présent, vous avez une clé de sécurité pour verrouiller la machine pour que personne ne l'utilise. Alors souvent, c'est par rapport aux enfants, peut-être assez bien, de la graisse pour l'entretien. Et ce qui est caché derrière ici, vous avez une carte micro SD et la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'insérer alors la clé USB, la carte micro SD, peu importe, dans l'ordinateur et voir ce qu'il y a dedans. Car très souvent, vous avez, donc c'est le cas notamment avec celle-là, une vidéo qui va vous montrer l'assemblage de la machine, éventuellement les réglages ou de l'usage, ou vous allez retrouver en PDF, comme je disais à l'instant, les manuels, les documentations, ce genre de choses. Donc, ne négligez pas ces clés-là. Par contre, si vous devez travailler avec ces clés régulièrement, alors régulièrement, ces clés USB ou carte micro SD, achetez une carte micro SD, une carte SD, une clé USB de marque et de qualité. Souvent, celles fournies avec les machines sont vraiment low cost, sont pas terribles et vous risquez d'avoir des problèmes avec. Donc vraiment là, j'ai envie de vous dire, mettez-la dans l'ordinateur, copiez les fichiers sur votre ordinateur pour la garder de façon, on va dire, sûre dans le temps, et puis achetez quelque chose de remplacement et utilisez ce remplacement et pas celle-là. Maintenant, je vais parler un tout petit peu sécurité, je ferai sûrement une vidéo dédiée sur ce point-là. Vous avez avec la machine fourni des lunettes de protection pour vos yeux. Et oui, le laser peut être très dangereux. Alors pourquoi j'ai choisi aussi la Khmer comme graveur laser? C'est parce que c'est un graveur laser qui est entièrement fermé. D'ailleurs, au passage, pour des raisons légales en Europe, vous n'êtes pas censé avoir des lasers ouverts, vous devez avoir que des lasers fermés. Les lasers ouverts sont simplement, on va dire, illégaux. Bref, là, vous avez une protection dessus qui, normalement, lorsqu'on l'ouvre, arrête le laser, mais au cas où, c'est bien de porter des lunettes. Maintenant, je vais vous dire un truc, si vous avez un graveur ouvert, on va dire au cas où, quoi que ce soit, ces lunettes-là, vous les dégagez complètement, c'est pas des lunettes de bonne qualité, il faut acheter d'autres lunettes, j'ai mis les liens directement en description, ça vaut un peu plus cher, mais honnêtement, protégez vos yeux parce que ça n'a pas de prix. Maintenant, l'élément indispensable, alors qui n'est pas monté toujours par défaut avec les graveurs laser, en général c'est rarement monté, c'est à vous de le faire, c'est assez simple, c'est la tête laser. Donc là, j'ai une tête dans le modèle que j'ai qui est une tête 2 en 1. En fait, elle inclut 2 types de diodes, enfin en gros, une diode laser qui est assez passe-partout, qui va faire du bois, genre de choses et tout, et une diode de type infrarouge qui n'est pas sur la même longueur d'onde, qui permet notamment de graver des métaux. Donc l'intérêt de ces têtes 2 en 1, c'est qu'elles permettent, au lieu de graver une quantité limitée de matériaux, on va
agrandir le spectre des matériaux gravables ou découpables, et franchement c'est un gros plus. Maintenant, à voir la puissance, moi j'ai une tête 10 watts diode plus 2 watts infrarouge qui est bien pour commencer. Voilà, après effectivement il y a des têtes qui sont beaucoup plus puissantes, des lasers différents, mais là on sort carrément du sujet. Mais voilà, l'intérêt c'est que votre tête ici est polyvalente. Vous avez sur le côté, c'est pas toujours le cas, ce petit accessoire qui permet, quand vous le descendez, de définir en fait la distance de mise au point entre la tête laser et le matériau que vous avez en dessous. C'est très important car cette mise au point va permettre de jouer sur la précision et la qualité de votre gravure et votre découpe. Donc là, il y a un système de calibration. Vous avez des marques qui proposent des petites cales à mettre en dessous, il y a différents systèmes, et des marques qui proposent des, voilà, un peu plus avancés, ou des fois il y a même un système d'autofocus proposé. Mais là voilà, c'est un côté manuel, franchement c'est simple, mais ça marche bien. Et au niveau sinon de votre tête laser, dans le cas présent que j'ai ici, il y a un interrupteur qui, je pense, pour cette tête-là, permet de basculer entre l'infrarouge et le côté diode, on va dire 405 nanomètres, le côté assez classique. Mais je découvre en fait la machine au moment où je fais la vidéo, donc voilà, je ne peux pas vous le garantir, mais normalement, je pense que c'est ça. Donc vous voyez, c'est une tête quand même relativement imposante, et plus vous allez augmenter les watts de la machine, donc la puissance de votre graveur laser, plus votre tête sera costaud, je ne vous le cache pas. Petit passage aussi non négligeable, vous avez sur le dessus donc de la ventilation. Bah oui, forcément, il y a besoin de refroidir votre laser. Normalement, il y a peu d'entretien à faire sur les têtes, mais de temps en temps, un petit coup de pchit, de pistolet à air, de bombe à air, etc., ça peut être pas mal. Et puis forcément, vous avez, en fonction de votre tête, des connecteurs derrière pour brancher, bien sûr, votre tête laser à votre graveur. Dans les accessoires pas toujours fournis avec les machines, en fait c'est plutôt les machines haut de gamme qui ont ça, vous avez ce qu'on appelle un air assist, c'est en gros une pompe à air, souvent sur des petits pieds comme ça, voilà, flexibles, qui permet d'injecter de l'air via un tuyau fourni aussi avec, directement dans la tête laser qui va souffler sur la matière qui se trouve en dessous. C'est important notamment pour certains matériaux et surtout la découpe pour évacuer les fumées. Vous allez vite voir pour votre première gravure que la découpe fait énormément de fumée, j'en parlerai par rapport à la ventilation par la suite, mais bref, ça permet de d'éjecter les fumées, éviter les départs de feu, et oui, ça peut arriver, faut pas oublier, c'est quand même un côté, on va des fois brûler simplement plein de sortes de matières, y compris du bois, donc voilà, ça va éviter les départs de flammes, mais surtout aussi évacuer la fumée en dehors du chemin du laser, et oui, on parle d'optique, s'il y a beaucoup de fumée, votre laser va perdre en efficacité. Donc c'est un accessoire, franchement, si vous avez l'option sur le futur achat que vous comptez faire, d'avoir l'air assist, c'est quand même franchement une bonne option. Après, vous pouvez commencer sans et le rajouter, mais ça peut vous frustrer en termes de résultats. Donc franchement, moi, c'est un des accessoires vraiment que je conseille d'avoir systématiquement avec vos graveurs laser, surtout si vous faites beaucoup de découpe de bois. J'en parlerai autour de la machine, mais vous avez aussi des fois un tuyau qui est fourni avec. Et oui, les graveurs laser, ça fait énormément de fumée, et donc il faut toute une solution pour évacuer vos fumées vers l'extérieur ou vers des filtres. Il y a des filtres dédiés qui existent, parce que vous allez quand même graver, découper des matériaux, des fois avec du plastique ou de la colle dedans, le contreplaqué par exemple, et c'est pas terrible franchement, vraiment de respirer ce genre de choses. Donc voilà, vous avez un tuyau d'évacuation dans le cas de cette machine là pour aller par exemple vers l'extérieur. Moi je vous invite vivement à prendre une machine donc fermée, je le dirai jamais assez, vous allez voir que je vais le répéter tout le long pendant la formation. Donc machine voilà qui permet d'évacuer les fumées vers l'extérieur, d'avoir un filtre, mais attention à votre santé, c'est vraiment important, et des fois il y a des matériaux même très dangereux avec le laser. Voilà, il y aura vraiment un point dédié là-dessus, donc voilà, pensez bien à l'évacuation de vos fumées. Vous avez bien évidemment l'alimentation, souvent voilà, des câbles USB pour brancher votre graveur laser avec votre ordinateur en direct. Alors attention, il y a un peu toutes les qualités de câbles. Si des fois vous avez des déconnexions un peu bizarres, souvent le câble peut être en faute. Donc n'hésitez pas à racheter un bon câble. Donc voilà, donc tout ce qu'il faut pour brancher votre machine. Vous avez en fonction des différentes marques, options, des fois des câbles en plus, en moins. Mais normalement, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer fourni avec vos machines. Dans le cas de cet Acmer P3, j'ai une caméra intégrée, et ça je vous le cache pas, c'est l'accessoire qui est ultra pratique, et vous avez directement fourni, c'est pas toujours le cas, une carte de calibration pour le logiciel Lightburn, donc on va étudier dans cette série de vidéos, parce qu'il faut calibrer la caméra jusqu'à la version 2 compris, il y a au moins un système, la version 2 est en préparation actuelle, apparemment il y a un nouveau système, mais voilà, peut-être que c'est quelque chose du passé, mais voilà, et je précise, dès maintenant, dans la carte micro SD, il y a une vidéo qui vous montre, ou je crois dans le manuel, qui
qui vous montre justement comment faire la calibration, mais ça je vous montrerai aussi directement. Donc attention à ne pas perdre cet élément-là, c'est vraiment important. Et enfin, dans le cas de cette machine, j'ai un ensemble de packs de matériaux pour faire de la découpe, de la gravure. Voilà, j'ai du contreplaqué, des cartes métalliques, j'ai du liège, j'ai, je pense, du plexiglas en dessous. Alors, je le dirai jamais assez aussi, le plexiglas pardon, avec les graveurs à diode, ça va juste découper du plexiglas opaque, le plus sombre possible. Le plexiglas transparent, vous oubliez complètement, il faut absolument un laser CO2 ou un laser UV, donc voilà, ça ne marchera pas avec, mais c'est bien d'avoir au moins de quoi commencer sous la main, faire au moins les quelques projets initiaux, des fois fournis avec la machine pour voilà, tester, apprendre. Franchement, c'est top d'avoir ça en même temps. Je reviens sur la carte micro SD qui est fournie avec cette Acmer P3, je l'ai mis dans l'ordinateur et voilà, vous voyez ici on a donc l'ensemble des dossiers proposés. Alors vous avez justement voilà Operation Vidéo avec directement, si je l'ouvre, voilà une vidéo qui va vous montrer l'assemblage directement de votre machine. Donc là je la passe forcément en accéléré avec tous les différents éléments, y compris l'installation du logiciel, on verra ça par la suite, notamment le driver, le pilote pour que votre ordinateur sur PC en particulier puisse reconnaître votre graveur laser, et ça c'est commun à quasiment tous les graveurs laser, notamment de marque chinoise, enfin fabriqués en Chine. Donc Lightburn, la configuration, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous voyez, y compris, je parlais il y a quelques instants, la vidéo pour expliquer la calibration de la caméra. Alors voilà, il suffit de suivre les images, je suis même pas sûr qu'il y ait de l'audio par-dessus, comme ça vous allez pouvoir vraiment faire toute la configuration au fur et à mesure. Donc on va voir ces différentes choses donc au sein de la vidéo, parce que peut-être que votre graveur laser ne proposera pas justement ces vidéos, cet apprentissage, mais voilà, ça c'est des petits points quand même assez qualitatifs, j'avoue que j'apprécie sur cette machine-là. Vous avez ici donc un PDF qu'on retrouve en fait qui correspond au manuel. Vous avez aussi des questions fréquentes, ça peut être aussi important des fois de vous aider à répondre à vos questions que vous avez. Vous avez quelques petits exemples aussi voilà, d'images proposées pour vous, essayer de la gravure, de la découpe et tout. Vous avez, alors ça c'est quand même assez cool aussi, un fichier Excel qui correspond un petit peu au document papier qu'on a vu au début, avec voilà les différents matériaux, les résultats en fonction du type de tête que vous avez ou de la puissance bien évidemment, avec aussi l'équivalence dans Lightburn. Voilà, ça c'est franchement, je trouve relativement cool. Vous avez au niveau des logiciels fournis avec, notamment Laser GRBL, qui est une version logiciel gratuit open source pour la gravure laser, que moi je suis pas très fan. Lightburn, j'imagine en version démo. Vous avez notamment pour Windows ce driver qu'on voyait juste avant, le pilote nécessaire à installer. Et pareil sur Macintosh, donc voilà, pensez bien à les installer si nécessaire. Et là, vous avez les fichiers de configuration pour Lightburn. J'avais oublié ce dossier-là, vous avez des fichiers Lightburn prêts à l'emploi pour tester. Alors attention à prendre les bons éléments, vous avez le P3, le module notamment infrarouge en ce qui me concerne, le 2-in-1 ici pour notamment du bois, pour je pense les cartes métalliques là-dessus. Par contre ça c'est pour les autres versions de la P3, car cette machine est disponible avec une tête laser de 24 ou de 48 watts. Donc attention à prendre bien sûr les bons éléments. Mais bref, c'est quand même cool que vous ayez dans le cas de cette machine-là tout du moins tous ces éléments fournis, d'où l'importance de regarder ce qui se passe dans vos clés USB, carte SD, carte micro SD. On va enfin faire le tour d'un graveur laser, voilà propriétaire. Alors comme vous le voyez, ce graveur-là donc est entièrement fermé. Je parlais donc il n'y a pas très longtemps, c'est pour moi un critère qui est vraiment indispensable. Et on va voir justement sur cette machine un petit peu tout les éléments, on va dire, importants à prendre en compte pour vous, justement, savoir qu'est-ce qui est important, pas important, aussi pour l'entretien, par exemple, voir un petit peu, en gros, comment ça marche. Alors, tant que je suis dans la vue d'ensemble, je précise, toutes les machines n'ont pas ça, mais pour moi, je trouve que c'est un accessoire qui est vraiment génial. Vous avez directement en dessous, en fait, un plateau que vous pouvez sortir. Vous allez vite vous en rendre compte que un graveur laser, ça fait beaucoup de déchets. Donc là, au niveau de la tête, ça découpe, mais ça tombe en dessous. Donc, de pouvoir facilement enlever et nettoyer, franchement, c'est un truc en plus. Donc, si vous pouvez choisir une machine qui a ce genre d'option, c'est vraiment du confort. Et tant que je suis sur le plateau, là, j'ai 3 éléments. Alors, le premier, bien sûr, c'est un morceau de bois. Donc, vous imaginez votre matière que vous allez donc découper, graver, etc. Mais vous avez en dessous cette espèce de
de tapis, on va dire, métallique qu'on appelle un nid d'abeille. Vous voyez, c'est la forme de nid d'abeille qui permet justement de découper, graver tout ça. Donc supporter votre matière, c'est relativement plat, mais surtout ça laisse la place pour le laser aller en dessous et d'avoir un peu de ventilation. Bah oui, pour pouvoir évacuer les fumées et tout. C'est un système qui est bien. Par contre, faire des petites marques de l'autre côté. Voilà, il y a des graveurs laser qui ont notamment des petites tiges, des petites lames, on va dire, sur la longueur ou la largeur. Il y a différents systèmes, mais pensez comme à protéger ce qui se trouve en dessous, notamment des graveurs posés sur pied. Quand vous avez un plan de travail en dessous, protégez le plan de travail, de préférence à quelque chose qui ne va pas brûler, donc évitez les plaques de bois. Donc c'est pour ça que le nid d'abeille est bien. Si votre machine ne le propose pas, vous pouvez trouver directement sur internet des nids d'abeilles, voilà, pour rajouter à votre machine. Et enfin, le dernier point, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont donc des petits supports. Ceux-ci sont aimantés, rentrent dans le trou des nids d'abeilles pour simplement bloquer votre matière. Car quand vous avez, comme ici, voilà, du bois, alors là c'est un petit morceau, c'est bien, mais vous voyez, déjà ça bouge légèrement. Le vrai problème, c'est que votre bois ou d'autres matériaux peuvent très bien être un petit peu bombés. Et ben, le fait que ce soit bombé de 1, 2, 3 mm, et ben, ça peut changer le point de mise au point, de focus de votre laser et poser des problèmes, avoir notamment des découpes de moins bonne qualité. Donc c'est important de bien stabiliser votre matière, éviter qu'elle soit bombée. Mais aussi l'autre raison, c'est que des fois vous allez faire plusieurs découpes ou faire ça en différents éléments, donc il faut être sûr que votre matière ne bouge pas. Donc il y a d'autres systèmes d'accroche, mais ces petits systèmes aimantés, franchement, je trouve ça relativement pratique. J'ai ça sur d'autres machines. Vous allez pouvoir donc le mettre directement dans un trou. Alors c'est aimanté, des fois il faut s'y prendre à 2 fois. Voilà, il y en a 4 fournis avec cette machine-là. Moi, j'aime bien en avoir un peu plus, honnêtement. Voilà, et comme ça, maintenant, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas et vous allez pouvoir graver ou découper sans aucun problème. Bien évidemment, le plateau fermé. Sinon, sur la machine elle-même, on va retrouver en frontal, alors c'est pareil, ça dépend des machines, bien sûr, le bouton Power, des fois il se trouve derrière ou à d'autres positions. Donc là, effectivement, j'en parlais un petit peu avant, vous avez un système de clé qui permet de verrouiller la machine, donc sans clé, eh ben, impossible de la démarrer. Donc c'est une sécurité franchement qui est pas mal. Et là, alors c'est pareil, c'est l'option que je trouve obligatoire sur les machines, c'est un bouton d'arrêt d'urgence. On appuie dessus, ça coupe directement la machine. Alors, vous pouvez arracher le courant si vous voulez, enfin peu importe, mais c'est vraiment sous la main générale. Pour la relancer, il suffit juste de tourner, ça redémarre la machine. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve indispensable parce que des fois, vous allez rendre compte que votre tête va se déplacer, va cogner la matière ou il y a un début de flamme, enfin, quelles que soient les choses. Donc, pouvoir couper en urgence, franchement, c'est relativement bien. Et je voulais vous dire, juste au-dessus, là, vous avez ce petit interrupteur qui sert simplement, quand le capot est fermé, à détecter justement que le capot est fermé, ce qui est quand même, voilà, les petites options sympas, ce qui veut dire, je l'imagine, je ne l'ai pas encore essayé, la machine est toute neuve. Normalement, c'est on grave, on ouvre le capot, c'est censé mettre la machine en pause, tout du moins l'arrêter, ou peut-être faire sonner une alarme pour des raisons, bien évidemment, de sécurité. Vous avez sur le côté, alors bien sûr c'est différent vraiment des machines, mais l'arrivée pour l'alimentation électrique, c'est un peu dommage qu'elle soit d'ailleurs à l'avant et pas à l'arrière, parce que c'est pas le truc qu'on change tous les jours. Le câble pour brancher à votre ordinateur, et là bien évidemment en fonction de l'option si vous l'avez ou pas, j'ai l'arrivée, donc vous avez au fond l'air assist, donc la pompe à air qui arrive directement dedans, et là l'alimentation, ce qui veut dire que la machine est capable d'alimenter ou non, et donc de lancer ou non l'air assist en fonction des options que vous allez choisir ou pas. Et vous avez tout au fond le bloc d'alimentation que l'on peut voir. Vous retrouverez aussi en fonction de vos machines toujours différents éléments. Alors là, j'avoue que sur cette machine-là, j'ai un peu de mal à comprendre le placement de ces boutons. Vous avez ici notamment l'extension quand vous avez un outil rotatif pour faire par exemple, je sais pas moi, des verres, des gourdes et ce genre de choses. Il faut le brancher à la machine pour que le déplacement horizontal ne se fasse plus, mais plutôt le côté voilà donc de rotation. Donc vous avez sûrement quelque part dans votre machine un moyen pour connecter. Mais surtout, le truc, j'ai un peu de mal à comprendre, j'avoue, vous avez ici le connecteur pour la carte micro SD, c'est-à-dire que vous pouvez brancher donc la machine à l'ordinateur et la piloter depuis l'ordinateur, ou alors carrément mettre directement là-dessus une carte donc SD avec notamment un fichier G-code à lancer. Mais la machine n'ayant pas d'outils de contrôle ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt. Ça, donc effectivement, ça dépend de vos machines. Des fois, des machines, vous aurez un écran de contrôle et tout, vous pourrez lancer de façon donc autonome sans ordinateur directement vos fichiers. Et là, dans le cas ici présent, j'ai un moyen de changer le flot d'air au niveau donc de la tête minimum, enfin plutôt en mode bas ou normal en fonction de vos besoins. Donc voilà, on peut l'activer et le désactiver.
À l'arrière de la machine, alors bien évidemment quand c'est une machine fermée, des fois ça peut être sur le côté, ça dépend des machines, moi j'ai des machines où c'est sur le côté, vous avez directement le petit ventilateur qui se trouve à l'intérieur, qui va évacuer votre fumée directement. Attention quand même, ces ventilateurs qui sont un petit peu de type de PC un peu classique, sont pas les plus puissants, ça vaut le coup de rajouter au bout de tout ça un système d'aspiration un peu plus performant pour vraiment avoir une extraction assez importante, surtout si vous avez notamment un graveur avec une tête de 40 watts et plus, vous faites des grosses découpes de bois, ça va faire beaucoup de fumée, donc attention à ne pas avoir une extraction un petit peu sous-dimensionnée. Vous aurez aussi, en fonction de vos différentes machines, des fois des interrupteurs, donc là cette machine-là est fournie avec un éclairage interne, ça c'est vraiment cool, franchement c'est un petit gadget mais vraiment hyper utile, ou donc un interrupteur, par exemple ici pour la ventilation, ou des fois vous aurez un interrupteur pour régler la puissance de la ventilation, vitesse 1, vitesse 2, quoi que ce soit. Donc vous voyez, vous le lancez, c'est tout de suite beaucoup plus bruyant. On voit effectivement la sortie d'air qui est quand même pas trop mal, j'avoue, mais à vous voilà de voir. Moi franchement je vous conseille de toujours avoir la ventilation activée quand la machine se lance. D'ailleurs c'est un petit peu dommage que la ventilation ne se lance pas automatiquement quand la tête du graveur se lance. Sinon à l'intérieur de la machine il y a, on va dire pour moi j'estime 2-3 composants assez importants, c'est plus pour des questions d'entretien ou éventuellement de panne. Par exemple vous avez juste ici ce petit interrupteur qu'on appelle un capteur de fin de course. Alors vous en avez plus ou moins des fois au début, à la fin, pour les déplacements. C'est juste quelque chose qui permet de savoir où se trouve la tête en fin de course, ou alors donc bien sûr l'axe donc horizontal quand il va au bout, faire notamment la position d'accueil, le home, on va dire en anglais. Donc ça permet effectivement de savoir où se trouve le point zéro et après donc déplacer la tête. Des fois, votre tête elle va avancer puis elle va cogner, les moteurs vont forcer, simplement parce que le capteur de fin de course est soit débranché, soit cassé, la petite patte tordue, donc attention à ça. L'autre élément qui est aussi important, vous avez ici différentes courroies. Ces courroies servent en fait à donc les moteurs vont entraîner ces courroies qui vont déplacer directement la tête. Alors ça, ces courroies-là, elles peuvent être plus ou moins tendues et donc se détendre avec le temps. Il faut qu'elles soient relativement tendues, que ça fasse un petit bruit. Vous voyez ici deux cordes. Pourquoi c'est important? Parce que si ça commence à être assez lâche, quand votre tête va aller vite, par exemple pour les phases de gravure, il y aura plus d'inertie, ça peut faire de la déformation. Donc attention à ça. Et vos machines auront plus ou moins des systèmes de tension de courroie. Des fois c'est externe, des fois il faut dévisser quelque chose pour bouger, en fait retendre la courroie à la main. Ça dépend vraiment de vos machines, mais attention à ça. Et enfin, je bouge la tête. Le dernier élément, vous avez ici, par exemple, donc ces rails, ces tubes, on va dire métalliques, ces guides, sur laquelle donc voilà va glisser directement vos axes. C'est important de les entretenir, de surtout les lubrifier pour que ça glisse bien et que ça soit fluide. Donc il y a toujours un peu de résistance liée au moteur, mais il faut vraiment avoir des déplacements qui n'ont aucun à-coup. Et donc vous devez les graisser de temps en temps et aussi avec un chiffon essuyé, car vous pourrez avoir dessus avec l'accumulation un peu de la fumée qui vient de la colle, elle va être un petit peu gluante, de la poussière et ce genre de choses. Donc voilà, c'est les petits éléments d'entretien à prendre en compte par rapport à votre machine. Un autre composant que moi je trouve maintenant presque indispensable tellement ça simplifie la vie, c'est la caméra. Alors là, attention, n'oubliez pas des fois qu'il faut enlever le petit capuchon, on a tendance des fois à l'oublier. Caméra, alors vous avez des fois des caméras de plus ou moins bonne qualité, ça dépend vraiment de votre graveur laser, mais voilà, c'est l'élément que je trouve qui va vous simplifier vraiment la vie en pouvant justement identifier, définir le placement de vos éléments graphiques à découper, à graver par rapport à votre plateau et votre matière première. Donc c'est vraiment ultra pratique. Vous avez aussi des fois des options pour en rajouter une vous-même à la main, mais bon, j'avoue que si vous pouvez avoir une caméra directement intégrée à votre machine, franchement, c'est relativement top, donc considérez vraiment cette option. Et voilà pour le tour de votre graveur laser, donc moi dans mon cas sur la Khmer P3, avec un peu tous les éléments. Donc j'insiste bien sur le fait que chaque machine peut être différente, avec différentes options. Je vous dis dès le début, il y aura sûrement des choses qui ne marchent pas pareil, mais dans l'ensemble, voilà un peu la liste des composants. Et moi, que j'estime, tout du moins, on va dire, ce qui est le mieux en fait pour travailler. La seule chose que je n'ai pas sur cette machine, qui n'est pas sur toutes les machines malheureusement, c'est notamment une tête avec un autofocus. Vous pouvez avoir donc des machines où l'axe Z, donc vertical, peut être motorisé, ce qui va permettre notamment de
Justement, alors des fois travailler sur des matériaux qui ne sont pas forcément plats, et donc d'avoir une espèce de grille 3D pour détecter cette courbure et donc compenser au fur et à mesure, faire donc cette mise au point plus facilement, ou alors en fonction des matériaux très épais, de pouvoir descendre au fur et à mesure de votre découpe. Voilà, ça c'est les petits trucs en plus qui va se régler donc via le logiciel. Alors voilà, c'est quand même pour les machines plutôt haut de gamme. C'est la seule chose que voilà, je ne peux pas vous montrer dessus. Donc voilà un petit peu l'ensemble de cette machine. Maintenant que la machine, voilà, vous entre guillemets la connaissez, la comprenez au moins au minimum, eh ben on va attaquer la connexion avec la partie logicielle. Allez, il est temps d'attaquer la découverte de l'interface de Lightburn. Alors, l'installation très rapide, c'est sur Mac ou sur PC, c'est à peu près pareil. Vous avez un installeur, vous lancez les différents étapes les unes après les autres. Alors, l'installeur sera sûrement en anglais, mais en gros, on fait suivant. La petite subtilité, c'est qu'à la fin de l'installation, notamment sur Windows, vous aurez peut-être une option pour installer des pilotes pour notamment votre machine, c'est plutôt de type Galvo, les lasers fibres ou UV par exemple, ou alors de type, on va dire, DSP plutôt pour les lasers souvent CO2. Donc, dans le doute, installer les pilotes. En général, ça marche. Moi, je sais que j'ai déjà fait sur la machine, donc forcément, je ne m'attarde pas au niveau de l'installation. Et nous voilà dans Lightburn. Alors vous avez peut-être quelque chose de légèrement différent de moi. Peut-être qu'il va vous demander directement de rajouter un graveur laser. Alors je le montre dans la partie suivante, dans le chapitre on va dire juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à fermer pour rester sur ce que propose Lightburn par défaut, ou alors juste avancer un tout petit peu, rajouter la machine et revenez à ce point-là. Le but de ce chapitre, de toute façon, est juste vous faire découvrir plutôt dans l'ensemble assez rapidement les éléments d'interface. Moi j'aime pas passer tous les boutons les uns après les autres, c'est indigeste, hein, tout simplement. L'idée va être de vous faire découvrir les éléments finalement principaux, et au fur et à mesure des projets que l'on va voir donc par la suite, et y compris dans des séries suivantes de vidéos, on va pouvoir voir différents éléments. Maintenant, je ne vous le cache pas, je ne connais pas 100% de Lightburn, d'ailleurs qui peut se dire connaître 100% d'un logiciel, même dans le cas de mon boulot, les Slicer, je suis désolé, je les connais sur le bout des doigts, et des fois j'en découvre. Bref, pour vous dire que voilà, on va se focaliser sur qu'est-ce qui est vraiment important et où se trouvent les éléments un petit peu cruciaux. Et après, voilà, quand vous allez apprendre le logiciel, vous allez découvrir. Le but est que vous sachiez qu'est-ce qui est vraiment indispensable. Le reste, après, limite, c'est du détail. Alors, si on fait le tour, déjà, vous avez au milieu de l'interface en fait, la représentation de votre imprimante, de son espace de travail, c'est-à-dire la taille horizontale et la taille en profondeur. Moi, j'ai une machine qui fait à peu près 40 cm par 40 cm. Vous avez un petit maillage en dessous pour vous indiquer justement ces différentes éléments de distance. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Bref, c'est ici que l'on va importer ou créer nos différents éléments graphiques, des PNG, etc., des images pour les graver et les découper. Donc vraiment l'élément important. Et vous allez devoir naviguer au sein de cet élément. Et là, je vous conseille vivement, c'est de bosser avec votre souris. Vous avez, vous voyez, ma souris, je l'ai dans la main. La molette permet de zoomer directement et regardez bien, le zoom se fait au niveau de la position du curseur de votre souris. Vous déplacez la position de la souris ailleurs, je rezoome, vous voyez, ça va aller directement vers la position de la souris, ce qui est quand même assez pratique. Et vous avez le bouton milieu de la souris, voilà, ici, alors je ne peux pas déplacer en même temps. Vous voyez, une petite main qui apparaît quand on appuie sur le bouton de la molette pour vous déplacer directement au niveau de cet espace de travail. Vous avez aussi comme raccourci la barre d'espace de votre clavier. Donc là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton du milieu. Vous faites un clic gauche, vous allez pouvoir comme ça vous déplacer assez rapidement. La navigation, que ça soit en 2D ou en 3D, vraiment utiliser la souris au maximum. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres solutions dans le logiciel, je ne connais pas en fait. Voilà, prenez vraiment l'habitude de naviguer. Vous avez aussi le petit menu caché, entre guillemets, le clic droit, tout simplement, pour faire apparaître différentes actions et qui sont contextuel en fonction de ce que vous allez sélectionner et tout, vous n'aurez pas forcément les mêmes choses. Donc n'hésitez pas, régulièrement, vous avez quelque chose, un élément graphique, un trait vectoriel et tout, faites un petit clic droit et voir ce que ça vous propose. Donc soyez curieux, c'est super important. Bref, voilà l'élément central. Et tout autour de ça, vous avez différents éléments. Vous avez bien sûr en haut une barre d'outils avec fichiers, modifier, outils, etc. C'est-à-dire, ouais, mais Thomas, moi je suis en anglais, je pipe rien l'anglais, comment je passe en français ?
Donc vous avez l'avant-dernier menu, avant LED, vous avez le choix des langues, vous pouvez passer directement au mode français. Alors je vous préviens dès maintenant, au sein de cette vidéo, peut-être que je dis dans une vidéo précédente, j'ai un peu perdu le fil, j'en suis désolé si je me répète, mais des fois je serai peut-être en anglais ou je chercherai mes choses parce que je bosse exclusivement en anglais et pas du tout en français, mais je pense que pour vous c'est quand même mieux d'être en français. Et aussi au passage, la traduction n'est pas 100% intégrale, des fois il y a quelques petits mots, vous voyez ici j'ai ready pour le laser, bah, il n'est pas traduit, donc des fois voilà c'est un petit peu du franglais on va dire. Bref, n'hésitez pas à changer la langue. Donc le menu en lui-même, fichier, c'est là où on va créer des nouveaux documents. Vous allez pouvoir enregistrer ou enregistrer sous un nom particulier votre travail. Vous allez pouvoir aussi importer vos fichiers qui viennent d'en dehors de Lightburn, donc des fichiers SVG, des images pixels, des JPEG, etc., des PNG. Bref, voilà, de l'importation, exporter pour aller vers d'autres logiciels si c'est nécessaire. Bref, les choses assez classiques. Vous avez le menu modifier qui, comme son nom, permet de modifier vos différentes actions. C'est un petit peu comme le menu éditer que l'on peut trouver dans d'autres logiciels, avec notamment le copier, coller, etc., les actions de base, les sélections et surtout, assez important, vous avez les paramètres de l'application et aussi les paramètres du périphérique, votre graveur laser. On va pas rentrer dans cette vidéo, mais bref. Donc voilà, ces menus sont assez importants. Ensuite, outils, les outils de création, de transformation de vos éléments graphiques. La disposition, c'est un petit peu comment on va organiser ces différents éléments dans l'interface. Outils laser, on verra ça un petit peu plus tard, mais dans pas si longtemps, notamment des outils pour calibrer votre laser, trouver les bonnes valeurs de gravure, de découpe, etc. Aussi l'outil rotatif si vous l'avez. Fenêtre, c'est l'affichage des différents éléments de l'interface ici et là. Enfin, donc la langue, et vous avez LED. Alors je précise LED quasiment tout, LED, rapide, les notes, forum, support, Lightburn, documentation en ligne. Tout est en anglais, donc gardez bien ça en tête. Mais voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et pour vous dire que juste en dessous, ici, vous avez quelques outils. D'ailleurs, vous en avez bien sûr aussi sur la partie gauche, une palette d'outils. Alors, c'est des éléments, ici et là, vous les retrouverez peut-être des fois directement dans ces menus. Je vous prends un exemple juste ici. Vous avez des outils qui sont grisés, des outils en fait d'opération booléenne, en gros d'addition, soustraction de forme, à peu de choses près. Si on regarde bien, dans outils, on les retrouve aussi ici. Donc on les a à droite, en raccourci finalement, et dans les menus. Ce qui veut dire que des fois, certains éléments sont en doublon, vous passez par les menus ou pas. Et tant que je suis dans les menus, l'avantage, c'est qu'il vous affiche aussi les raccourcis clavier. Et oui, ces raccourcis clavier, à vous de voir, mais plus vous faites des actions de façon répétitive, plus intérêt à prendre les raccourcis clavier s'ils sont disponibles. Ça permet de gagner énormément de temps. Voilà, donc gardez ça en tête. Bref, je reviens à ces petits icônes. Vous retrouvez ici l'icône pour ouvrir, pour enregistrer, pour importer, les annulations et rétablissement de vos différentes actions, copier-coller, des alignements, bref, pas mal de choses, la prévisualisation, etc., etc. Vous avez juste en dessous des paramètres numériques, mais aussi des paramètres utiles pour des outils. Vous voyez ici, on a la police Arial. Alors c'est grisé parce que je n'ai rien dans mon document de travail, mais voilà, la police, du gras, l'italique. Donc ce que je veux dire, tout à l'heure je vous le disais déjà assez rapidement, n'hésitez pas à fouiller dans l'interface, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Vous avez quelque chose de créé, on va le faire dans quelques instants, vraiment très très basique pour voir le reste. Voilà, soyez curieux, allez voir ce qui est grisé et ce qui n'est pas grisé. Vous avez des doutes, cliquez. Au pire des cas, vous annulerez simplement votre opération. Bref. Je reviens sur le côté, et là c'est plutôt les outils aussi, plutôt de création et manipulation de vos données. Donc on a plutôt l'outil crayon pour faire des petits traits comme ça dans le vide, outil carré, cercle, polygone pour enlever différents éléments, l'outil texte, la position du laser, la mesure, les outils de décalage pour par exemple faire une copie de contour par exemple, ces opérations booléennes, addition, soustraction, les copies classiques en grille ou alors circulaires, bref, pas mal de petits outils pour faire de la création ou la modification de vos tracés. Donc là, on a voilà, les éléments un peu de manipulation, on va être beaucoup dans ces zones-là. De l'autre côté, vous avez le panneau latéral de droite avec des palettes, des sous-palettes, avec notamment les calques. C'est vite pour l'instant, vous allez voir, c'est un élément où on passe beaucoup de temps. Les calques, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec nos tracés et quels paramètres on va associer à nos tracés, nos graphiques, nos designs, on va voir ça au fur et à mesure. Mais regardez, juste en dessous, vous avez des onglets. Et oui, je suis sur l'onglet calque, l'onglet déplacer, pour déplacer mon laser horizontalement et ou verticalement s'il est motorisé en Z, avec quelques petits réglages.
La console, alors attention, la console, je vous dis dès maintenant, il y a quelques éléments de l'interface, vous ne les verrez peut-être pas en fonction de votre laser. Par exemple, là je suis sur un laser à diode, donc c'est Acmer P3, et la transmission de code comme une imprimante 3D se fait via du G-code. Et l'imprimante est capable d'envoyer des instructions, tout ça, et vous pouvez monitorer ce qui se passe directement entre l'ordinateur et la machine. Vous avez un laser de type CO2 avec donc un contrôleur DSP, parce que dans l'installation, ces petits drivers à rajouter, ces petits pilotes, et vous n'aurez rien. Voilà. Vous pouvez par exemple avoir des macros, et les macros pour commander des choses, exemple, une macro, avant de commencer, automatiquement, je mettrai un petit code pour qu'elle puisse monter mon laser à la hauteur maximum, ou alors à la hauteur minimum pour de la gravure. Donc des petites actions. Et ces fonctions-là, vous les avez dans certains onglets et pas d'autres. Les commandes de la caméra, quand on rajoutera la caméra par la suite, donc dans une autre vidéo, on va pouvoir mettre à jour cette caméra et voir ce qui se passe au niveau directement du graveur dans l'interface et faire un positionnement précis, les propriétés de la forme, voilà, des caractéristiques et tout. Donc c'est pareil, ce qui veut dire que si vous cherchez quelque chose dans l'interface, n'oubliez pas, vous pouvez avoir différents onglets. Et si votre onglet, vous ne trouvez pas, par exemple, la console, vous ne l'avez pas par défaut, et je crois que c'est le cas, dans le menu là-haut, fenêtre, vous allez pouvoir ici trouver tous les différents éléments, et là vous avez la console. Si je la ferme, vous voyez, j'ai cliqué dessus, ça me l'a supprimé. Si je reviens et console, je la remets, voilà, directement, elle est réapparue. Et vous remarquez au passage, un petit clic glissé et on peut réorganiser les choses, mais ça, c'est pas forcément le but. Et en dessous, je retrouve une autre section. Pareil, le même principe. Là, je suis dans la section laser et vous pouvez imaginer à quel point elle est importante. Pareil, j'ai la bibliothèque de matériaux. Et c'est possible que cette bibliothèque, vous ne l'ayez pas par défaut. Il faudra sûrement aller la chercher aussi dans fenêtre. Donc, je reviens, moi, ici à laser. Bibliothèque de matériaux, c'est souvent ignoré. Ah, mais qu'est-ce que c'est pratique! Mais c'est un autre sujet, il y aura une vidéo entièrement dédiée à cette bibliothèque. Donc voilà pour le panneau latéral, donc vraiment fouillez sur ces fenêtres pour voir ce que vous cherchez et tout, et c'est comme ça pouvoir les trouver assez rapidement. Et le dernier point, qui est je dirais hautement important, c'est ces petits chiffres colorés que vous avez en dessous, 01, 02, etc. jusqu'à 29 et T1 et T2. Et vous avez aussi même des petits onglets par rapport aux valeurs de déplacement, cisaillement, pivoté, bref, ça c'est un truc, je le sors pour l'instant. Et ça en fait, ça va être le moyen de passer un élément dans un calque ou non, ou de créer finalement un nouveau calque. Donc vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps, je reviens ici sur le côté, dans cette fenêtre de calque, et donc ces éléments-là pour les basculer. Et ça, c'est les côtés un petit peu obscurs, je trouve, enfin peut-être un petit peu mieux dans Lightburn, mais au final, quasiment tous les logiciels de gravure utilisent le même principe. Donc vous voyez, là, on a quand même déjà passé du temps pour découvrir un petit peu tous ces éléments de l'interface de Lightburn. Je veux dire, on n'est pas rentré dans les détails et déjà ça fait beaucoup d'informations à digérer. Ce que je vous propose, c'est de commencer quelque chose de très 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 basique pour voir justement la suite de ces éléments. Vous avez sur le côté donc ces outils de création, vous avez ici le petit carré. D'ailleurs, quand vous survolez, vous avez un petit tooltip, une infobulle en français, voilà, qui vous dit créer un rectangle. Et le raccourci clavier au passage CTRL avec R. Si on rajoute la majuscule, la touche majuscule en foncé pendant qu'on crée, on peut créer un carré. Si on utilise la touche CTRL ou la touche commande sur Macintosh, le truc a disparu, voilà, on peut donc créer à partir du centre. On peut modifier le rayon du coin de la fenêtre. Bref, il y a des indications. Donc n'hésitez pas à survoler. Vous voyez par exemple le cercle, vous allez retrouver la même chose. Shift par exemple, la touche majuscule, excusez-moi, glisser pour faire un cercle, et CTRL, glisser pour créer à partir du centre. C'est exactement comme le carré. Donc ces petits raccourcis clavier, ça vaut le coup de les apprendre, parce que quand vous allez créer une forme par rapport à une autre, je prends mon carré, je fais un clic et glisser, donc j'ai le point de départ qui se trouve ici, et j'ai toujours mon doigt appuyé sur mon clic de souris, mon clic gauche, donc là je peux faire finalement un rectangle, et si j'applique ce que j'ai vu dans ce petit infobulle, j'appuie sur majuscule, et vous voyez maintenant j'ai un carré, et donc plus un rectangle, ma forme est contrainte. Si maintenant je relâche ma touche majuscule, je reviens en rectangle, si j'appuie sur CTRL ou commande sur Macintosh, vous voyez que maintenant mon rectangle, le point de départ finalement c'est son centre qui correspond au point de départ tout à l'heure. J'appuie sur CTRL, vous voyez, je reviens au point de départ. Donc vous voyez, tant que je lâche pas mon clic de souris, j'ai le moyen de modifier directement mon tracé. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui n'est pas marquée dans cette infobulle, on peut peut-être le deviner. J'appuie sur majuscule, c'est un carré, mais moi je voudrais un carré
depuis le point de départ, mais vraiment en carré strict. En fait, j'appuie sur CTRL pour le centre, et maintenant j'appuie sur majuscule en même temps, et vous remarquez que j'ai un carré strict, on va dire, et en plus le point de départ et le centre. Donc ça veut dire que j'ai mon doigt appuyé sur mon clic gauche de ma souris, et de l'autre côté, ma main gauche appuie sur CTRL et majuscule en même temps. Donc vous voyez, on peut comme ça créer des choses assez rapidement. Maintenant, petit changement dans l'interface. Déjà, mon carré apparaît en pointillé, et de l'autre côté, dans la fenêtre de calque, j'ai une ligne qui est apparue, C00. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais des calques en dessous. Vous voyez, le 00, on voit un petit contour bleu qui apparaît ici. Je suis en mode ligne, et là, il y a des paramètres, vitesse, puissance, sortie, affiché, et l'air, air assist, avec un petit truc qui est décalé, c'est un petit problème d'interface au niveau du logiciel. Donc, vous voyez, petit changement. Je vais y revenir dans quelques instants, je reviens juste avec ce petit truc du carré. Pour donner l'intérêt de ces petits raccourcis, je prends maintenant l'outil cercle et je vais cliquer sur, vous voyez, un des points là du carré central. Et vous remarquez que je peux créer comme tout à l'heure un cercle, plutôt une ellipse. J'appuie sur majuscule, même principe, c'est contraint. J'appuie sur CTRL, c'est par le centre. Maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer sur CTRL et majuscule et j'ai créé un cercle qui a son centre exactement peu de choses près, on va dire, au niveau du point de ce carré. N'oubliez pas, vous pouvez directement zoomer et utiliser votre bouton de la molette ou la barre d'espace pour vous déplacer. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec les logiciels graphiques, mais prenez l'habitude justement de, prenez quelques instants, même pas l'habitude, mais prenez quelques instants pour tester ces quelques outils, le carré, le cercle, l'outil polygone, qui marche au final sur le même principe. Je fais un point de départ, j'appuie sur majuscule, j'ai un hexagone contraint, j'appuie sur CTRL, hop, il est centré. Donc vous voyez, sans aller voir l'aide en infobulle, je retrouve le même principe. Bref, essayez d'apprendre un petit peu à manipuler ces éléments graphiques, car même si très souvent vous allez importer des éléments graphiques faits dans d'autres logiciels, ou trouver sur Internet par exemple, ou acheter en ligne, mais il y a des moments où on a besoin de créer des formes, par exemple pour faire un masque, c'est-à-dire on va isoler une partie d'une image pour n'avoir celle-là et pas le reste, ou faire des découpes en particulier. Donc, pas besoin d'apprendre à créer des choses extraordinaires avec Lightburn, mais ces outils basiques vont être relativement utiles. Bref, passer du temps, c'est relativement important. Alors, je vais quitter l'outil de création parce que là, je suis toujours dans mon outil hexagone. Je continue à cliquer à droite, à gauche. Vous voyez, je vais créer comme ça toutes sortes d'hexagones. Et c'est pas forcément ce que je veux faire. N'oubliez pas que vous avez le CTRL Z ou commande Z pour annuler vos différentes opérations. Donc, je suis donc maintenant sur ces actions d'undo. Donc, les icônes ici et le raccourci clavier. Et pour vous dire que là, j'ai créé ces différents éléments, mais par exemple j'aimerais bien, je sais pas, faire une rotation de mon hexagone pour qu'il soit peut-être aligné plus sur le dessus et pas le côté à plat. Pour ça, vous remarquez que là j'ai ici des petits pointillés pour dire cet élément là est l'élément pour l'instant sélectionné sur laquelle je travaille. Vous avez le petit icône de flèche de sélection, donc vous voyez ça touche escape, en fait échappement, excusez-moi. Échappement veut dire je quitte l'outil en cours, donc je reviens sur l'outil de base de sélection. Et là, pareil, petit changement. Je me retrouve ici avec une espèce de boîte englobante en 2D, avec des petits coins, vous voyez ici, de chaque côté. Donc on a quand même différents petits éléments complémentaires. Alors vous voyez ici, on a des petites flèches, donc on imagine, je fais un clic glissé, je peux faire une rotation. Et c'est pareil, la rotation, il y a des petits raccourcis clavier, j'appuie sur majuscule, et ben je vais faire une contrainte d'angle. Ce qui veut dire que là, je peux faire une rotation, hop, voilà, de, je sais pas, 45 degrés, j'imagine, pour faire donc, voilà, ma petite rotation. Vous voyez, c'est quand même assez pratique. Oups, j'ai cliqué au même endroit, excusez-moi. Hop, voilà, je clique ici. Et vous avez donc d'autres petits points. Donc, les points juste en dessous de ce petit curseur de rotation. Donc, vous voyez, on a sur chaque côté, bah, c'est une diagonale. On peut très bien, voilà, cliquer ici pour agrandir de façon proportionnelle ma forme. J'appuie sur majuscule, hop, je peux carrément changer, mais j'appuie sur CTRL, je reste sur le centre. Donc vous voyez, ces raccourcis de tout à l'heure, on les retrouve plus ou moins partout au niveau du logiciel. Et vous avez aussi ces petits boutons qui apparaissent des fois, ces petits points, qui sont des manipulateurs. Vous voyez ici, on fait un espèce d'écrasement horizontal ou vertical. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez curieux, comme tout à l'heure je vous le disais. Essayez de cliquer sur les petits boutons et voir ce qu'il en est. Là, vous cassez rien. Et même si vous faites une erreur, ben hop,
un petit CTRL Z plusieurs fois de suite et je reviens où j'étais avant. Donc on va pas forcément aller plus loin sur la création à l'heure actuelle, on verra ça au fur et à mesure au niveau des projets, mais vous voyez, en quelques instants, on peut créer des formes plus ou moins complexes. Et je vais passer maintenant à un truc assez important, c'est justement ces paramètres de couche, de calque. Alors si vous êtes habitué à des logiciels un peu comme Photoshop, Illustrator, ou les logiciels un petit peu concurrents, on est habitué à travailler avec des calques. Les calques, ça va dire cet élément graphique, je l'ai dans mon propre groupe, on va dire, à laquelle je peux appliquer des paramètres, notamment de gravure, de découpe, ou d'autres propriétés, les afficher ou les masquer, ou temporairement, on va dire, les désactiver. Donc voilà, des propriétés assez globales. Vous allez pouvoir choisir aussi, vous voyez, sur la ligne, il y a différents paramètres, hein, vous voyez, notamment le mode. Je suis en mode ligne, remplissage ou remplissage décalé. Oubliez le décalé pour l'instant. En gros, ligne, c'est plutôt faire de la découpe, du remplissage. C'est pour remplir, faire, on va dire, remplissage de couleurs, enfin de brûler, on va dire, en fonction de ce que vous allez, on va dire, graver avec votre laser, les matériaux, du bois, du plexiglas, etc., etc. Donc on choisit ces différents modes. Et pour vous dire que, oui, mais moi j'aimerais bien, par exemple, découper le carré, c'est vraiment un truc bateau, hein, ne vous essayez pas de le faire, mais j'aimerais bien, ce cercle et cet hexagone, de pouvoir les remplir donc en plein, pas les découper. Bref, de la découpe et du remplissage. Le truc, c'est que, normalement, une couche ne fait qu'un type d'opération, normalement, de découpe ou de remplissage. Ce qui veut dire il faudrait que je crée finalement un autre calque sur laquelle je vais mettre ce cercle et cet hexagone, pour dire, je vais faire une opération différente. C'est pas très compliqué. J'ai sélectionné donc soit un élément, ou alors j'appuie sur majuscule, raccourci assez commun dans beaucoup de logiciels, je clique sur le cercle pour faire une multi-sélection, et au passage, vous remarquez cette espèce de boîte englobante autour, prend toute ma sélection. Je peux faire comme tout à l'heure les mêmes opérations, hein, de déformation et tout, c'est exactement pareil, je fais un petit CTRL Z. Et non, je voudrais que ce soit sur un calque différent. Pour ce faire, je voudrais envoyer ça sur, par exemple, le calque numéro 1. Je fais quoi? Je vais directement en bas, je clique sur 1, et là, vous remarquez que je me retrouve ici avec un calque, donc 0,1, ligne, avec des valeurs de vitesse. Oubliez-les pour l'instant. Au passage, vous voyez une petite colonne sortie. Sortie, ça veut dire, si c'est désactivé, les valeurs de mon calque existent, mais mon graveur va les ignorer. Ce ne sera pas gravé ou découpé ou quoi que ce soit. Donc je clique dessus, et vous remarquez que maintenant, ça passe en bleu. Oui, vous avez vu, regardez ici, c'était assez estompé. C'est pour ça que si des fois vous ne voyez pas des choses au niveau de votre calque, vous avez migré un élément sur un calque, vous le voyez que, on va dire, de façon estompée, comme je l'ai à l'heure actuelle, ou entièrement disparu, vérifiez bien que dans vos paramètres de calque, vous voyez ici, sortie, je l'active, j'ai un bleu plein, on va dire, et puis un bleu estompé. Mais si je clique sur afficher, je le désactive, mes objets ont disparu. Vous voyez, je clique pour perdre ma sélection, ce n'est plus à l'écran. Ils sont toujours présents, j'ai juste décidé de cacher mon calque. Je reclique sur le petit interrupteur affiché et ça revient. Donc vous voyez, pareil, entraînez-vous à manipuler les calques au moins d'un niveau basique, afficher, cacher, etc. et tout, de basculer un élément sur des calques, faire une autre opération. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est 0,1, je suis en ligne, je vais le passer en remplissage. Donc maintenant, c'est un calque de remplissage et puis, on va dire, en plein, etc., etc. Je peux très bien passer donc mon cercle, je clique dessus pour le sélectionner, je vais sur le calque numéro 2, et vous remarquez que, pareil, tout à l'heure, lui aussi, sortie désactivée, je le réactive. C'est un calque par défaut qui était en remplissage, je peux le repasser en ligne. Et ce qui veut dire que mon laser va faire ces différentes opérations de ligne, de remplissage et de ligne dans l'ordre que j'indique. Et si vos calques, vous voulez changer l'ordre des opérations, vous pouvez ici cliquer sur ces petites flèches avec un calque sélectionné pour monter ou descendre l'ordre des calques. Donc ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis bien en général, ça dépend vraiment de vos projets, très souvent faire de la gravure et à la fin, on va faire de la découpe. Pourquoi on découpe à la fin? Tout simplement parce que quand vous allez découper, ça va se détacher de votre plaque de bois, par exemple, et votre pièce va bouger. Et si votre gravure, il y a un petit décalage, votre point de mise au point, justement, de focus, peut éventuellement ne plus être bon, votre objet peut bouger.
Donc on essaie de ne pas faire bouger le matériau le plus possible, et c'est pour ça que la découpe souvent est à la fin, et d'ailleurs souvent on va essayer de découper, et d'ailleurs Lightburn le fait très bien, il va découper de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on grave d'abord, et après on découpe d'intérieur vers extérieur. Donc c'est pour ça que l'ordre des calques est important. Vous allez dire, ben oui mais Thomas, là t'es bien gentil, t'as fait un cercle, un hexagone, un carré, c'est pas très joli, je suis d'accord avec vous, mais bah moi je sais pas, est-ce que c'est plein, pas plein, ou est-ce que justement, quel est l'ordre des choses? Est-ce qu'on peut prévisualiser? Et là je vais vous dire, bien sûr on peut prévisualiser. Et c'est un des boutons, pareil aussi, qui est très important dans Lightburn. Tout là-haut, vous avez cette espèce d'icône d'écran d'ordinateur qui s'appelle aperçu, Alt P comme raccourci. Vous cliquez, et là, vous avez une prévisualisation de toutes les opérations que va faire votre laser, avec en dessous une ligne de temps. Par défaut, vous arrivez à la fin, avec une estimation du temps de gravure. Alors attention, ça va jouer aussi par rapport à vos paramètres de gravure. Je vais revenir dans quelques instants, mais juste pour survoler les choses. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir glisser cet élément-là. Je reviens en arrière. On peut même directement animer et voir justement les opérations de gravure. Je reviens juste au début. Voilà. Je relance, vous voyez, il fait directement ma découpe. Maintenant, il va faire ma gravure. Et regardez aussi, on voit ligne, remplissage, ligne. Alors, on peut accélérer un petit peu la lecture, ici, x2, x5. Alors ça, pas forcément besoin de jouer à chaque fois vraiment la lecture telle que je vous le montre. C'est un moyen d'illustrer les choses. Mais surtout au début, prenez le réflexe de prévisualiser votre travail. Parce que ça, ce que vous voyez ici, c'est ce que va envoyer Lightburn vers votre machine. Donc si c'est pas bon ici, c'est pas le bon ordre, votre machine va faire des miracles en changeant les choses pour dire ah ah ah, il a pas compris, elle a pas compris, je vais faire dans l'autre sens. Non, 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 ça applique bêtement les choses, bien évidemment. Donc là, voilà, n'hésitez pas à regarder, vous voyez, c'est fini, et maintenant, hop là, en plus, j'ai plusieurs passes dans le cas présent, je parlais de mes paramètres, hop, il reste assez longtemps, et à la fin, il va revenir directement pour tracer, hop, mon cercle, à la fin. Donc vous voyez, ces opérations-là, c'est important. Donc on peut animer, et je vous le dis aussi, dès maintenant, gardez-le dans un coin de votre tête, parce que j'ai peut-être oublié dans mes vidéos futures, vous avez une fonction qui s'appelle « Commencer ici ». Et oui, ça peut vous arriver, vous avez votre gravure se lance, et il y a une coupure de courant. Voilà, vous perdez votre gravure, et là vous avez passé 2 heures à découper, graver un truc, vous l'avez là, il vous reste plus que 5% à graver et découper. Et ben vous rechargez votre fichier Lightburn parce que bien sûr vous l'aurez enregistré au préalable, on sait jamais. Vous ouvrez la prévisualisation et vous allez le plus approximativement possible à l'endroit où votre laser s'est arrêté. Voilà. Et là vous pouvez faire commencer ici. Et votre graveur va commencer l'opération à cette opération-là, à quasiment pour moi la fin de ma gravure. Voilà. Je suis désolé, c'était un petit peu hors sujet par rapport à ça, mais c'est vraiment important et plusieurs fois, ça m'a sauvé la vie, donc voilà, gardez-le en tête. Bref, n'hésitez pas à consulter cette prévisualisation. Je fais OK, je reviens à l'état précédent. Et donc, je vais finir cette vue vraiment d'ensemble de Lightburn par les paramètres de calque. Et attention, je ne parle pas de c'est quoi les paramètres de calque, comment ça marche, les valeurs, je vais vous perdre complètement, mais juste vous dire que si vous cliquez sur un calque, par exemple là je suis en mode ligne, je double-clique dessus, voilà, donc un double-clic pour ouvrir, et vous avez cette palette flottante qui va apparaître avec le nom du calque. Là, ici, par défaut, il est en mode ligne. Et on peut le changer au passage ici. Donc, en gros, vous soyez là ou là, on peut directement le changer. Et vous allez retrouver quelques paramètres, on va dire primordiaux, les plus importants. La vitesse de déplacement de votre laser pendant l'opération, la puissance de votre laser, donc en pourcentage. Bien sûr, plus on se rapproche de 0 et plus votre laser sera faible. Alors je vous le dis dès maintenant, pour les gens qui ont des lasers de type par exemple CO2, votre laser va pas démarrer en général en dessous de 10 ou 15% de puissance. Donc mettez pas 2% pour laser CO2, en fait, vous pourrez le mettre dans Lightburn, mais votre laser va pas démarrer. Donc des petites choses aussi un peu différentes. Voilà, mode constant, ligne, nombre de passes, combien de fois cette opération va être faite. Vous avez la commande pneumatique, ce qui n'est pas le cas de tous les lasers, c'est-à-dire l'air assist. Est-ce qu'on peut l'activer ou pas? Par exemple, on va activer l'air assist pour ce qui est découpe, mais pas forcément pour ce qui est gravure. Donc vous voyez, il y a des choses un petit peu différentes. Alors des décalages de traits, etc., mode perforation, on ne rentre pas dedans. Mais pour dire que les paramètres de base sont là. Et je vous le dis dès maintenant, si vous avez des lasers différents, je ferme.
Je change mon laser, vous imaginez des choses comme vous voulez, mais par exemple, je prends l'Omni One ici. Alors, j'ai un peu perdu mes trucs qui sont arrivés là. Je reviens, hop, juste ici. Donc, vous avez vu, j'ai changé de laser. L'espace de travail n'est pas du tout le même. Il m'a changé les choses. Je rouvre le mode ligne. Et bien là, mes paramètres ont changé. Vous voyez, la vitesse toujours présente. Le mode ligne. Puissance max, il est grisé. Bah oui, les lasers UV, alors c'est les lasers pas les plus fréquents, hein, je ne vous le cache pas, mais en fait on ne touche pas à la puissance du laser, ça marche pas comme ça. Par contre, on a une fréquence et ce qu'on appelle le Q-pulse. En fait, c'est vraiment la fréquence et la puissance d'impulsion. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui sont différentes. Là, par exemple, il y a les embouts oscillants. Oh, mon Dieu, le bubble, c'est horrible cette traduction en français, ça me fait mal. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses qui sont différentes. Ce qui veut dire que, en fonction du laser, donc je reviens là sur l'Acmer. Voilà, vous voyez, tout à déplacer, je reviens où j'étais donc ici tout à l'heure, en fonction du type de laser, donc laser diode, le plus courant, laser CO2, voilà, un petit peu différent, laser fibre et laser UV, pour nommer les 4 les plus courants, et ben vous allez des fois avoir des paramètres différents. Ce qui veut dire que si vous suivez des tutos, ou vous ouvrez des projets, où vous n'avez pas la bonne machine de sélectionner, vous allez dire, mais je comprends pas, le paramètre il est pas là. Ou pourquoi moi j'ai un laser de type fibre, alors que j'ai vu un projet de laser fibre où il y avait par exemple le Q-pulse aussi. Parce que ben, l'autre laser c'est un MOPA, et celui-là c'est pas un MOPA. Donc vous voyez, je suis en train de vous perdre. Mais pour dire que, attention à ça, Lightburn s'adapte au type de laser que vous avez pour vos projets. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ces possibilités au niveau du laser. Bref, sans rentrer plus loin, ces paramètres-là sont très importants. Et pour finir justement sur ces paramètres un peu globaux du laser, vous avez remarqué, là on peut choisir directement de passer au calque numéro donc 1, ou alors au numéro 2. C'est juste un raccourci, au lieu de fermer et double-cliquer pour ouvrir, on peut basculer ici directement à la volée. Et là, vous voyez, j'ai des valeurs, en fait, qui étaient déjà enregistrées. Le nombre de passes, vous voyez, j'avais 2 passes. Là, ici, au niveau de ce laser qui était, enfin, ce calque-là, numéro 2, j'avais 30 passes. C'est gigantesque. S'il faut savoir, et ça, au début, je comprenais pas trop, donc je vous le dis dès maintenant, Lightburn, lorsque vous enregistrez, vous mettez vos paramètres de calque, etc., vous enregistrez votre projet, vous rouvrez vos projets, Lightburn va vous garder directement ces paramètres de calque, etc., que vous avez fait par rapport à votre projet. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous faites un nouveau projet, les paramètres de calque que vous avez fait dans votre projet précédent, eh ben, il va les garder en mémoire. Ce qui veut dire que si dans mon projet précédent, le calque numéro 1, eh ben, j'étais, vous voyez, vitesse maximum 72 000 mm par minute. C'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, je travaille sur un projet fibre, et les lasers fibres vont beaucoup plus vite. Ben, lui, il a gardé ces vitesses-là. Donc, attention à ça, c'est une petite subtilité. Lightburn ne réinitialise pas ses calques avec des valeurs par défaut quand on change quand on fait un nouveau projet, il reste sur celle qu'il avait au préalable. C'est pareil si vous décidez de renommer votre calque, donc C01 en ma forme magique, vous faites un nouveau projet, donc vide, et ben ce calque s'appellera toujours ma forme magique. Donc attention à ça, il y a du pour, il y a du contre. Par exemple, vous travaillez toujours sur des projets similaires, rien ne vous empêche de faire un projet, je sais pas, énormément de découpe de bois, de contreplaqué de 5 mm, de 3 mm, de 1 mm et de la gravure qui va sur des projets similaires. Rien ne vous empêche d'avoir un calque que vous appelez donc contreplaqué 5 mm et un autre contreplaqué 3 mm, mettre votre bonne valeur. Et à chaque fois que vous faites du contreplaqué, vous envoyez vos formes, donc vos tracés par exemple, vers ce type de calque. Ou alors, vous partez à 0 à chaque fois en modifiant les paramètres. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Ça dépend vraiment des stratégies et des choses que vous allez faire. Moi, en ce qui me concerne, du fait des tests que je fais sur ma chaîne YouTube et différents projets et différentes machines, c'est pas applicable parce que je passe mon temps à changer de paramètres, donc je repars à 0. Mais si j'avais de la production à faire sur des machines assez fréquentes, je dirais plus ou moins les mêmes machines tout le temps et des projets assez similaires, je préconfigurerais mes calques. Et c'est ce que je ferai pour dire j'ai toujours de la découpe de bois, j'envoie toujours sur le calque numéro 2 qui aura un nom, je sais pas, C02, découpe bois 5 mm, et le problème est réglé. Donc voilà, je ferme un tout petit peu, complètement, cette boîte flottante. Donc vous avez vu, là on a déjà passé quand même pas mal de minutes à faire le tour de l'interface sans rentrer dans les détails. Donc vous pouvez constater que Lightburn est un logiciel qui est assez
velu. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, une fois que vous aurez vu comment rajouter votre machine, si c'est pas déjà fait dans la partie suivante de la vidéo, eh ben on va attaquer du projet très très simple, du très basique pour justement mettre ça en pratique et surtout commencer à apprécier votre graveur laser. Maintenant que l'on a découvert le gros de l'interface de Lightburn, enfin tout du moins les éléments principaux, la prochaine étape consiste à rajouter son graveur laser directement au sein du logiciel. Alors là, je me concentre principalement sur la partie diode, lorsque j'attaquerai la partie notamment fibre CO2, on verra ça autrement, mais bref. Là, le process est relativement simple en fonction des machines que vous allez avoir en fait, ou plus ou moins on va dire. Alors la première étape, c'est d'aller au niveau de l'interface. Vous avez en bas normalement l'onglet laser, où on peut notamment arrêter, démarrer, etc. Mais vous avez ici le bouton appareil. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une liste de différents appareils. Vous remarquez que moi j'en ai donc plusieurs, de types notamment différents, et vous avez différents boutons en dessous. Trouver mon appareil, créer manuellement, Lightburn Bridge ou importer. Alors, dans le cas de certains graveurs laser, certaines marques, notamment donc ici la Khmer P3, j'ai déjà le fichier de configuration qui existe. Donc on peut très bien importer. Pour ça, on fait donc importer. Je vais dans la clé USB, dans logiciel, et là, vous avez directement les fichiers de configuration. Et vous remarquez, j'ai ici des fichiers LB Lightburn Dev, ici. Et donc, à vous de choisir celui en fonction de votre machine. Donc là, bien évidemment, je suis sur la Khmer. Si vous avez une autre machine, regardez bien dans votre clé USB, carte SD, s'il n'y a pas un fichier LBDev, ou des fois, c'est sur le site internet. Donc, il n'y a plus qu'à ouvrir le fichier. Et vous remarquez que maintenant, en dessous, je me retrouve ici avec une configuration d'appareil en plus. Alors, n'hésitez pas à modifier si nécessaire. Il vous dit au passage, c'est quoi le type d'appareil. Et vous remarquez, il y en a pas mal différents. Donc c'est tout ce que supporte notamment Lightburn. Donc GRBL, c'est en général le type de carte mère de firmware, on va dire de micro-logiciel qui est le plus commun. Mais vous voyez ici par exemple les lasers de type fibre, de type CO2, donc il y a différents choix. Mais voilà, très souvent c'est le GRBL. On peut faire suivant. Par défaut, il est de type USB, mais vous avez notamment des graveurs souvent CO2 de type Ethernet. On clique sur suivant, et là vous pouvez très bien rentrer le nom. Je vais garder moi volontairement le Khmer P3 2 en 1, comme ça je sais que c'est la machine. Et vous remarquez qu'on a aussi ici l'espace de travail. En X on a 400 mm, 40 cm et 39 cm en profondeur. Je fais suivant. Vous avez ici la demande en fait du logiciel, c'est où se trouve la position de départ. Donc par défaut, sur cette machine-là, c'est avant gauche. Mais il y a des machines, typiquement, c'est arrière droit ou arrière gauche. Donc n'hésitez pas à vous rapporter, vous référer au manuel de la machine, ou les indications en ligne, ou la vidéo. Donc vous devrez trouver cette information-là assez facilement. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un autoguidage du laser au démarrage? Moi, je mets sur oui. Je veux comme ça que mon laser aille directement donc, à cette position avant gauche du home, au moment du lancement, il n'y a aucun souci. Libre à vous de ne pas le faire, mais vous serez vite dans l'intérêt de le faire vous-même à chaque lancement. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire de prendre cette option-là. Je fais suivant. C'est voilà le résumé GRBL, on est en USB, le nom, la taille et l'origine au niveau de l'avant-gauche. On fait terminer et voilà. Ce qui veut dire que si moi je ne sais pas mon laser ou quoi que ce soit, je peux le créer manuellement. En fait, créer manuellement, ça revient à faire exactement ces étapes, c'est-à-dire on va pouvoir cliquer et dire c'est du GRBL, ce que j'ai fait à l'instant dessus. Je fais suivant, je suis en USB. En fait, c'est refaire cette étape que je vous ai montré juste avant. On met le nom, donc Khmer de présentation. Alors j'ai mis un accent, évitez quand même les accents en général. Voilà, c'est un nom que j'ai fait juste pour le... Ici, je vais annuler par la suite. On met la taille, donc vous vous renseignez. Mon laser, par exemple, moi, le mien, il fait 300 par exemple 200, j'ai envie de dire, ou 290, j'ai fait une erreur. Voilà. On fait suivant. Ma position à moi, c'est l'arrière droit. Je ne veux pas le home. Je fais next. J'ai le résumé. Alors là, je ne vais pas le faire directement, mais ça rajoutera directement la machine que vous avez fait d'une façon purement manuelle. Ou alors, vous avez dans certains cas la fonction « Trouver mon laser ». Je vous conseille de le faire quand vous n'avez pas le fichier d'importation directement. Et donc là, vous avez un assistant qui va se lancer, qui va aller directement scanner votre
ordinateur, voir notamment entre le réseau, l'USB et tout, quelle machine ça va trouver. Ça peut prendre du temps et des fois on peut avoir l'impression que Lightburn est planté. Attendez quand même plus ou moins longtemps. Et là vous voyez qu'il a trouvé certaines informations. Donc je vais faire ajouter mon périphérique. Et là comme tout à l'heure il va repasser sur les différentes étapes. Donc là je vais refaire donc Acme RP3. Voilà, sauf que la taille, je sais que c'est pas 400 mais c'est 390, donc il trouve les bonnes choses. En fait, je pense que la carte mère est en fonction du laser que vous avez. Certaines configurations, ça fait 400, d'autres 390, donc c'est configuré pour du 400. Voilà, donc petite information. N'hésitez pas à vérifier ces valeurs-là, donc les changer pour adapter en fonction du modèle de machine que vous avez. Je fais suivant, il a trouvé directement que c'était l'arrière gauche, automatiquement le home. Voilà, donc vous pouvez très bien créer la machine comme ça aussi automatiquement, mais pensez bien à vérifier. Donc là, je suis OK, mon laser a été rajouté, je fais OK ici. Vous remarquez que l'interface de Lightburn a changé, vous le voyez légèrement sur le côté, vous l'entendez, et le laser est en train de faire le home, il s'est connecté automatiquement. Et là, vous voyez dans l'interface, j'ai mon petit ready, donc prêt pour me dire que c'est OK. N'hésitez pas à regarder si vous avez la console sur le côté, qui se trouve ici. Et là, vous pouvez trouver des informations des fois utiles. Alors, c'est un peu du jargon technique, si vous n'êtes pas trop à l'aise dessus. Vous voyez, en temps de connexion, il a fait OK, c'est connecté, différentes choses. Donc, vous pouvez très bien voir là-dessus. Des fois, vous verrez déconnecter ou essayer de se connecter. Et si la console, vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller dans le menu fenêtre. Et là, vous devez trouver normalement votre console ici, donc pour l'activer. Alors, c'est un peu du charabia, mais c'est quand même assez pratique de la trouver et de la voir. Donc voilà, donc mon laser maintenant a été rajouté. Alors attention, des fois, vous pouvez moi, automatiquement, ça c'est bien fait là sur mon Mac, mais il y a des fois où ça ne va pas marcher. Donc attention déjà d'avoir la bonne machine sélectionnée si vous avez un petit peu bidouillé, importé différentes machines et tout, donc d'avoir la bonne machine dans la liste. Surtout dans l'élément que vous avez à côté entre les deux, vous avez, alors c'est un petit peu différent sur PC, souvent PC c'est comme 3, comme 4, comme 5 au niveau des noms, mais vous avez des fois différents ports USB, il faudra peut-être tester les différents ports USB pour trouver le bon. Donc n'hésitez pas à regarder en fonction du port que vous allez choisir ce qui se passe dans la console. Et enfin, si vraiment vous ne trouvez pas quelle est la cause ou quoi que ce soit, c'est possible que ça soit un manque de pilote, driver, j'en parlais dans la vidéo de présentation de la machine. Là, vous voyez, j'ai un dossier Mac, je suis sur Mac, il faudra peut-être installer les pilotes pour que la connexion USB que vous avez sur la machine, donc branchée directement, des fois le système ne connaît pas le pilote et tout, il a besoin d'informations. Donc vous installez donc cet élément-là, vous suivez les différentes choses. Alors très souvent il y a un côté certificat expiré de sécurité, c'est un petit peu malheureusement le problème avec les choses chinois. Donc vous continuez, vous bypassez, vous suivez les différentes étapes. Alors moi je vous le cache pas que j'ai déjà installé ça, donc je peux le refaire. Donc vous suivez simplement donc voilà ces différentes étapes, vous faites OK à chaque fois, vous continuez et normalement ça se passera bien. Vous aurez peut-être besoin de redémarrer. Et c'est exactement la même chose sur PC. Vous avez ce petit exécutable, vous le lancez, vous suivez les étapes, vous redémarrez l'ordinateur. Et là, normalement, en fonction du bon port USB, vous devriez être capable de vous connecter. Enfin, avant d'attaquer vos différents projets de gravure, n'hésitez pas à revenir sur les différents onglets que vous avez là-haut, notamment celui de déplacement, et de voir qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur un des boutons. Par exemple, là, le bouton déplacer en Y. Si j'appuie dessus, donc vous voyez à chaque fois il y a la petite barre de progression qui apparaît juste en dessous, mon laser se déplace. Donc vous voyez légèrement avec la caméra sur le côté, on peut comme ça voilà cliquer dessus, de rentrer donc vos différentes valeurs. Et le petit bouton au milieu, c'est le Home pour revenir au point de démarrage. L'autre fonction que moi j'aime bien utiliser, c'est dans Lightburn ce petit donc bouton ici de point de cible. Vous cliquez dessus et en cliquant dans l'interface ici, votre laser ira directement à la position que vous voulez avoir. Donc ça, c'est quand même ultra pratique pour justement avoir vos différentes positions. Et c'est pour ça que faire le home, la position de démarrage dès le début, permet de bien calibrer le laser dans son point de départ. Et comme ça, vous allez pouvoir cliquer précisément et voir en fonction de justement vos motifs et tout, de placer le laser comme il faut, notamment si vous n'avez pas de caméra. Donc voilà pour le rajout de la machine, principalement des machines
à diode. Je ne vous cache pas que les machines de type CO2, fibre, etc., le fonctionnement est assez similaire, sauf le type finalement de contrôleur qui est différent, mais le mode de fonctionnement est franchement assez similaire entre les deux. Donc maintenant que la machine est configurée, que vous avez vu le gros de l'interface de Lightburn, on va pouvoir attaquer des projets un petit peu plus concrets, quelque chose un peu plus sympa, notamment utiliser le laser enfin. Et il est maintenant temps d'attaquer notre premier projet, enfin plutôt notre première gravure. Alors je vous dis dès maintenant, pas faire un truc très très compliqué, mais il y a plein de choses à voir. On va bien sûr commencer par la manipulation de la machine une fois qu'elle est connectée. Donc à l'endroit maintenant de cette formation où vous êtes censé avoir vu donc l'ensemble de l'interface et normalement rajouter votre graveur laser. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous à ce niveau-là. Ce qui veut dire que là j'ai fait un nouveau document. Je suis toujours sur donc mon Acmer P3 2 en 1 qui est activé. On va commencer à voir comment je vais découper et graver quelque chose de très très basique. Et on va voir aussi comment, un peu d'une façon empirique, on va aussi trouver des paramètres de gravure et de découpe. Sachant qu'on verra plus tard comment faire des matrices de test, c'est plus efficace, mais pour commencer, on va un petit peu tâtonner, c'est aussi un moyen pour voir les paramètres et enchaîner au fur et à mesure. Donc, le truc qu'on va déjà devoir faire, c'est lancer une découpe ou une gravure et voir si ça se passe bien. Donc, pour ça, honnêtement, faites le plus simple possible. C'est-à-dire, on va faire un petit carré, et le carré, on va voir, est-ce qu'on peut le graver, est-ce qu'on peut le découper, est-ce qu'on trouve les bons paramètres. Et une fois qu'on aura la gravure et la découpe, à ce moment-là, on va pouvoir aller sur un truc un petit peu plus compliqué. En fait, on va faire un texte gravé avec un petit contour découpé. Voilà, un truc assez basique, mais au moins, ça permet de voir beaucoup de choses comme vous allez pouvoir donc le constater dans quelques instants. Alors, le petit carré, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous rappelez, on l'a vu dans une vidéo précédente. Je prends ici le petit carré et je vais le faire une taille un peu au pif. Là, c'est fait exprès pour vous montrer que tout là-haut, vous avez des paramètres de largeur et de hauteur. Je vais pouvoir choisir 10 mm, donc 1 cm. Et vous remarquez, j'ai un petit cadenas qui est décoché. Peut-être qu'il est coché pour vous, c'est la proportionnalité. Donc moi, je peux faire des rectangles. Si vous êtes coché ici, vous mettez 10, ça mettra 10 directement en dessous. Je rentre 10, et voilà. Donc là, j'ai un petit carré de 10 par 10. Ce carré, je repasse en mode sélection. Pour moi, il est sur le calque 0. Voilà, le premier calque. Et ce que l'on va commencer par faire, ça va être justement de la découpe. Tout à l'heure, vous me dites, Thomas, dans une vidéo avant, tu fais une partie avant, tu disais, en général, on commence par de la gravure. Oui, mais la découpe, tout simplement, c'est plus rapide à faire. Enfin, en gros, de voir un résultat. Parce qu'on va faire une vraie découpe. On va juste voir si le laser, il fait déjà un carré, tout simplement. Et au niveau, donc, de mon paramètre de calque, je peux double-cliquer dessus. Je suis bien en mode ligne. Oui, je vais faire une ligne, tout simplement, autour. Et je vais devoir régler la vitesse et la puissance. Et c'est là que ça se gâte. Parce qu'en général, quand on commence, on ne sait pas à quelle vitesse on doit graver ou on doit découper. Alors, attention, prenez en compte que, en général, le fabricant de votre graveur laser va vous proposer quelques paramètres de base. Donc ça, c'est important d'aller de les consulter. Et dans mon cas, avec l'Acmer, je crois que j'en parlais lors de la découverte de la machine, j'ai un fichier Excel, qui est proposé aussi dans la documentation papier ou PDF, je ne sais plus trop, où vous avez alors en anglais, certes, mais des paramètres qui sont proposés. Et en plus, vous avez quelques captures d'écran pour vous aider à comprendre dans Lightburn ce qu'il faut faire. Donc franchement, c'est nickel. Quasiment tous les fabricants font la même chose. Donc si je regarde un petit peu, là pour commencer, faites ça sur un projet le plus basique. Prenez du contreplaqué, 3, 4, 5 mm, un truc assez basique. Et vous regardez ici les paramètres. Alors c'est Basswood Plywood. Plywood, c'est le contreplaqué. Je suis en mode diode, parce que mon graveur propose aussi de l'infrarouge pour le côté métal. Vous avez une vitesse de déplacement, donc 15 000 mm par minute. On va voir dans quelques instants, des fois c'est en millimètres par seconde. Se faire utiliser, puissance maximum, donc 100%, minimum on laisse à 0, et les intervalles de ligne, je reviendrai dans quelques instants là-dessus, avec une petite photo de prévisualisation. Donc déjà, c'est un point de départ. Si je mets les mêmes paramètres, je devrais pouvoir graver directement mon bois. Et vous avez donc, dans mon cas, un petit onglet complémentaire, cutting pour la découpe. Pareil, j'ai le contreplaqué 2, 3, 4, 5, 6 mm, avec des vitesses différentes, puissance maximum, mode ligne, le nombre de passes, donc consécutifs, pour avoir le résultat. Donc il y a de l'acrylique, etc. Ce qui veut dire que vous avez au moins une base de travail, donc on va essayer de l'utiliser au fur et à mesure de cette vidéo. Mais je vais partir du principe où
Bah, moi, Thomas, t'es gentil, mais moi, je l'ai pas, ce truc, ce document. Alors maintenant, vous avez d'autres solutions. Par exemple, j'ai fait une recherche Google, donc, alors en anglais, j'avoue que cette facilité en ce qui me concerne, mais j'ai fait une recherche de vitesse et puissance par rapport à un graveur laser de 10 watts. Et oui, votre graveur laser, je sais pas si c'est un 10 watts, un 20 watts, un 22 watts, enfin bref, à peu de choses près, 20 watts, un 40, etc., 60, quand c'est en mode diode, vous preniez une marque ou une autre marque, à peu de choses près, vous aurez les mêmes paramètres. Voilà, c'est un peu plus fort, un peu moins fort, mais j'ai envie de dire, ça dépend aussi de votre bois, donc c'est pas toujours forcément exact. Donc là, voilà, du plywood, voilà, du cut, puissance 100%, vitesse à 30%, donc là, par contre, c'est 30% de leur machine. Faire un peu la comparaison, mais ça vous donne des indications. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à tester. Et si vraiment vous ne trouvez pas, donc je reviens en arrière, n'hésitez pas à commencer par une vitesse qui vous semble importante, avec une puissance relativement faible. Car mieux vaut peu découper, aller vite, mais au moins voir votre laser, il marche, et augmenter la puissance au fur et à mesure. Alors que si vous allez une puissance éventuellement maximum, ce qui est le réflexe en général en diode. Souvent en diode, on met la puissance voilà, à crever, et on va jouer sur la vitesse. Bah oui, mais si vous avez une vitesse qui est trop lente, une puissance trop importante, vous allez brûler votre bois, voire le brûler énormément. Et ça, c'est un point, donc n'hésitez pas à voir la vidéo sur la sécurité, qui sera peut-être faite au moment où j'aurai cette vidéo-là, je n'en sais, mais bref, si elle est disponible, allez la voir. Vous brûlez quand même des matériaux, donc attention à cette sécurité. Donc mieux vaut aller tout doucement et avoir un résultat qui marche, et après, de façon donc empirique, augmenter les paramètres, que d'aller comme un bourrin, je vais cutter puissance à fond, faire la découpe puissance à fond, vitesse tout doucement, au moins je sais que j'aurai un résultat. Bah ouais, mais si vous allez vraiment trop doucement, ça marchera pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, là, il y a des paramètres qui sont proposés, donc je reviens sur mon spreadsheet. Vous voyez, je suis en mode ligne, la découpe, je pense que c'est du 2 mm que je dois avoir, 400 mm par minute, puissance 200. Je viens ici, 400 mm par minute pour une puissance à 100. Voilà. Donc là, j'ai rentré les paramètres. Mais me dire, ouais Thomas, 400, peut-être qu'il faut peut-être moins ou peut-être plus. Dans le doute, limite, j'ai plutôt aller à 1000. C'est-à-dire, je garde la puissance telle quelle pour l'instant, mais je vais beaucoup plus vite que ce que je suis censé faire, et je vais voir le résultat. Vous vous rappelez, je vais garder 400. Bref, essayez d'aller vraiment du plus rapide et descendre, arriver à votre puissance recommandée. Et je voulais vous dire, c'est que pourquoi la millimètre par minute. Moi, j'avoue que j'aime bien des fois être en secondes. Ça peut vous arriver. C'est la fonction de vos propres choix. Vous pouvez aller dans donc modifier. Vous avez les paramètres du logiciel. Et là, vous avez l'onglet unité et grille. Vous pouvez choisir vos unités. Millimètres par seconde, par exemple. Je fais OK. Et vous voyez, là maintenant, je suis à 16,67 mm par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, tic, tac, ça va avancer de 16, en gros de 1,5 cm. Ah, c'est peut-être pas si rapide que ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler. Je trouve que je préfère, moi, travailler en secondes. Le temps est plus facile de se rendre compte d'un déplacement. À vous de voir. Eh ben, je vais peut-être plutôt, allez, on va mettre 20. Et la puissance, je vais aller plus doucement pour commencer, 40. Donc, par rapport aux paramètres qu'ils proposent, je sais que je vais être en dessous d'une qualité pour découper. Mais au moins, je vais commencer à tâter le terrain. Je fais OK, je laisse mode ligne, je laisse un tour dans une passe pour mon projet. Et là, j'ai fait un petit carré, maintenant c'est quoi l'étape suivante? Alors on va maintenant basculer entre la caméra et donc le logiciel. Et là vous voyez au niveau de la machine, alors je peux peut-être le bruit, je suis désolé, j'ai donc ce contreplaqué fourni avec, vraiment prenez des trucs très basiques, mais le contreplaqué c'est très bien pour commencer, qui fait je pense plutôt 3 mm à vue d'œil. Le pied à coulisse est votre ami. Vous n'avez plus qu'à le mettre au niveau de votre machine, à peu près au milieu. Donc là, on est à peu près dans la bonne position pour la machine. Et moi, mon laser, je ne sais pas du tout s'il a la bonne position par rapport à mon écran. On va voir ça dans quelques instants. Le plus important à faire, c'est de faire le focus, la mise au point du laser. C'est vraiment primordial, encore plus pour la découpe, si vous voulez que ce soit efficace. Donc là, en fonction de votre laser, vous avez peut-être un autofocus. Peut-être que vous avez comme ici une petite languette à mettre sur le côté pour trouver la bonne distance. Des fois, vous avez des cales. Donc là, à vous de voir. Et donc, il n'y a plus qu'à déplacer la tête pour moi en dévissant et la descendant pour trouver donc cette bonne distance de focus pour la découpe et la gravure. Donc là, mon focus est fait.
je n'ai plus qu'à me repérer dans l'espace. Parce que, oui, là, j'ai ce petit carré à cet endroit-là. Qu'est-ce qui me dit que ma position du laser est à la bonne position? Donc, si votre laser ne l'a pas fait, mettez-le déjà dans sa position de home, de départ, tout simplement, de maison, on va dire. Alors, moi, je l'ai allumé à cette position-là. Enfin, je passe mon temps à l'allumer, à l'éteindre. Dans déplacement, vous voyez cet onglet ici, vous pouvez déplacer votre laser. Cliquez sur la petite maison, et automatiquement, ça va aller me placer le laser dans sa position 0, 0. Donc ça, c'est très important. Vous avez les petites flèches ici pour déplacer votre laser au fur et à mesure, et il déplace le laser selon les paramètres que vous voyez ici. Donc la distance est de 10 en 10 mm à une vitesse de 100 mm par seconde. Vous voyez, si par exemple je mets 20 mm pour 2 cm, 100 mm par seconde, c'est très bête, mais en vous déplaçant, vous voyez la vitesse de déplacement de votre laser. Vous avez un petit peu un ordre d'idée. Donc voilà, c'est des petits trucs. Donc là, je peux me déplacer. Et je vais dire, oui Thomas, mais moi, c'est quoi la position de mon laser? Est-ce que je peux le voir et tout? Alors, n'hésitez pas à prendre ce petit outil qui se trouve là sur le côté, la petite règle, la position du laser en cliquant sur, donc voilà, la page, votre document. Je clique dessus, je vais sur mon petit carré, et là, mon laser va exactement à la position de ce carré, donc de mon document, par rapport au laser. Et là, je peux déplacer mon morceau de bois, par exemple, pour avoir une bonne position de point de départ. L'autre chose, une fonction qui est primordiale, c'est la fonction de cadrage, ou frame en anglais. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer, je vais faire dans quelques instants, le laser va encadrer la zone de travail. Donc pour moi, dans le cas présent, encadrer ce petit carré. Ça permet de savoir exactement où on va travailler et être sûr que le laser ne va pas sortir de ma matière. Donc je clique sur cadrer. Voilà. Il me fait directement comme ça le contour. Voilà, je le fais plusieurs fois de suite et je peux être sûr que je travaille bien. Donc là, je vais faire un petit carré, c'est un test en plein milieu de ma matière. Peut-être pas très logique, autant que je mette ça plutôt sur le côté pour faire plusieurs tests au fur et à mesure. Voilà, je clique sur cadrer. Voilà, j'ai directement l'opération qui est faite. Donc, si on résume, j'ai maintenant mon petit carré, ce sera plus joli tout à l'heure, qui est au milieu. Je sais que mon laser est à la bonne position. J'ai mes paramètres de calque volontairement abaissés en termes de performance, c'est-à-dire une vitesse plus rapide que prévu et une puissance plus faible que prévu, mais voir au moins déjà si mon laser il s'allume, est-ce qu'il me fait un carré qui a a priori la bonne taille ou bon endroit. Donc on va le faire simple. Et après, on va augmenter la puissance pour arriver au résultat qui est attendu. Et pour lancer mon laser, je clique OK pour valider bien sûr mes paramètres de calque. Et vous avez la section latérale laser, où on a fait donc ce cadré à l'instant. Vous avez le bouton démarrer qui va lancer directement l'opération. Mon laser vient de se terminer et je vais constater le résultat. Et si vous regardez bien, ici, on voit le petit carré qui a été gravé. Alors plutôt, voilà, qui a été marqué. Mais si on applique une règle très très bête, c'est-à-dire on va faire plusieurs passes, je vais relancer plusieurs fois la même opération, le laser en force d'accumuler va commencer à graver de plus en plus profondément. Donc c'est un moyen aussi de graver plus efficacement. Alors ça dépend en fonction des opérations, mais de faire plusieurs passes. Donc là, je vais fermer le couvercle et je vais appuyer sur le bouton démarrer plusieurs fois pour enchaîner donc les gravures. Alors si on regarde bien visuellement, il n'y a pas de différence. Maintenant, si je prends mon morceau de bois et je regarde de l'autre côté, donc vous voyez, voilà, c'est pas passé de travers parce que clairement, on va trop vite et pas y a assez de puissance. Donc ce qui veut dire que voilà, on sait que plusieurs passes, c'est pas assez. On va pouvoir donc augmenter maintenant la puissance. Limite, on va passer à 100%, laisser la même vitesse, faire 2-3 passes, et puis si ça change rien, on va baisser la vitesse. Donc vous voyez, c'est très empirique, mais on va comme ça pouvoir tâtonner au fur et à mesure. Et vous voyez, un petit carré, c'est assez rapide. Sauf que j'ai déplacé mon bois. Est-ce que mon carré est toujours au même endroit? Je reprends mon outil de positionnement ici, hop, je le mets sur le petit carré. A priori, c'est exactement au même endroit. J'ai de la chance en ce qui me concerne. Mon carré, je vais le déplacer à côté. Je peux le prendre, je vais zoomer un petit peu, et hop, je le déplace. Et au passage, quand vous déplacez la touche majuscule, affiche des petites lignes et on reste comme ça.
bah, contraint, tout simplement. Je relâche majuscule, mon clic, il a été déplacé. Je clique sur le bouton de cadrage. Voilà. Bah, a priori, mon carré est à la bonne position à côté, maintenant. Je reviens dans les paramètres. Là, la puissance, bah, je ne l'ai pas à 40, mais je la mets à 100. Voilà. Je fais OK et je vais retester. On va peut-être faire quelques passes aussi. Et là, si on regarde bien, en ouvrant la machine, alors j'ai encore un petit peu de fumée, j'aurais dû attendre avant l'évacuation, mais bref, peu importe. Bah, mon morceau de bois à l'intérieur, il a bougé légèrement. Et j'ai même vu, alors vous ne voyez pas au niveau de la caméra, mais j'ai vu un petit peu de laser qui est passé dans les petites alvéoles en dessous. C'est-à-dire que bah, mon laser est passé au travers. Et ça fait que si je soulève mon morceau de bois, a priori, bah, je vais avoir un trou. Donc vous voyez, bah, j'ai pu faire ma petite découpe de mon bois. Donc la puissance de 100% marche mieux. Et j'ai fait environ 3 passes pour faire ma découpe. Ce qui veut dire que bah, maintenant, limite, je vais diviser par 2 plus ou moins ma vitesse. Et peut-être que j'aurai une bonne valeur de découpe. Alors attention, plus vous allez baisser la vitesse, plus vous aurez des marques de brûler. Des fois, mieux vaut aller un peu plus vite, mais de dire, bah tiens, je vais faire 2 passes ou 3 passes pour avoir mon résultat. Ça, c'est des stratégies à voir au fur et à mesure. Donc, je reprends mon petit carré, je regarde mon cadrage. Je vais le décaler un tout petit peu sur le côté. Donc, je le déplace sur ma touche majuscule. Je refais le cadrage. Voilà, je suis à la bonne position par rapport à mon petit élément en petit carré. J'édite les paramètres. Donc, la vitesse, je la divise par 2, 10. Et puis, ce que j'ai pas fait avant, bah, au lieu d'appuyer chaque fois sur le bouton démarrer, je vais demander 2 passes directement. Donc, il va me faire donc le petit carré à 10 mm par seconde avec une puissance de 100% et ça 2 fois de suite. Je fais OK, je démarre. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lent au niveau de la découpe. Et là, hop, il enchaîne mes 2 contours. Et si on regarde bien, eh ben, comme tout à l'heure, ma découpe a bien été faite. Donc les paramètres que j'ai là, pour 2 contours, tout du moins, ça marche. Alors cherchez pas absolument à optimiser, dire bah, je voudrais avoir un seul contour et qui découpe tout. Donc des fois, ne cherchez pas à dire je vais absolument avoir une passe pour tout faire. Bah, des fois, 2 passes, c'est mieux qu'une seule passe. D'ailleurs, il y a même des lasers, on peut même descendre progressivement le laser en fonction des passes. Donc bref, c'est des stratégies aussi à développer. Ce qui veut dire que bah, là, je pourrais très bien aller passer à peut-être pas 10, mais peut-être allez, 6 mm par seconde, parce que plus on ralentit, plus le laser s'accumule, hein, pour faire mon contour. Mais là, limite, eh ben, je vais rester à 10 mm par seconde, sans puissance et de contour. Voilà, on va rester là-dessus. Maintenant, concernant la gravure, et oui, bah, c'est bien gentil Thomas, mais tu parles de gravure, de remplir tout ça. Bah, comment on fait? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon calque ici de ligne pour la découpe, parce que mes paramètres sont bons pour mon projet que je vais attaquer juste après, mais j'ai besoin de graver. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau calque. Bah, Thomas, t'as qu'à prendre ton petit carré et tu mets sur notre calque. Bah, c'est ce que je vais faire. Je clique sur le 0,1, et là, vous remarquez, c'est passé au calque 0,1 remplissage. Mais mon calque précédent, mais il a disparu. Bah, Thomas, comment je fais? Bah oui, j'avais qu'un petit carré. Je l'ai changé de calque. Le calque précédent devient vide, et Lightburn, il n'a même pas des calques vides. Donc, ce qui veut dire que si je reclique sur le 0, hop, je reviens, et je récupère mes paramètres. Vous voyez, il n'a pas perdu les paramètres. Donc, c'est pas perdu pour autant. Ou alors, ce que l'on peut faire, ce petit carré, je fais un CTRL-C ou modifier, copier, et je vais faire un CTRL-V, coller, donc modifier, coller, ou alors vous avez aussi envie de coller en place, juste en dessous, vous devez voir la différence. CTRL-V, et bien là, il m'a collé un deuxième petit carré. Alors le Alt-V, c'est quoi? Pour coller en place, je fais Alt-V, il me recolle l'objet que j'ai copié juste avant dans l'exacte position où il était, alors que le CTRL-V, il me le place plus ou moins au milieu. Donc vous voyez, j'ai un autre carré qui a été mis par-dessus. C'est la petite subtilité. Bref, je l'efface. Et celui-là, donc j'ai une copie, je le place directement en calque numéro 1, en cliquant en bas sur le calque numéro 1, donc j'ai basculé. Il est directement remplissage. Bah, j'ai qu'à faire pareil, modifier les paramètres. Et là, si on regarde bien, on a une vitesse, donc toujours 1000 par seconde. Bah, a priori, si je veux remplir et marquer qu'un petit peu sur le dessus, j'ai besoin de beaucoup moins de puissance. Alors, pour faire comme tout à l'heure, on peut tester un peu au pif.
je mets 40% de puissance, mais la vitesse, vous vous rappelez, on était, je sais plus, à 100 ou à 200. Non, on est déjà à 100, non, on était à 200, si je me trompe pas, je ne sais plus. Enfin bref, les valeurs, je crois à les perdre. Là, je vais à une vitesse quand même beaucoup plus rapide, parce qu'on est là pour balayer, on veut juste marquer le dessus de la surface. Limite, je vais passer peut-être à 400. Au pif. 40% de puissance. Et là, vous avez en dessous quelques paramètres en plus. Par exemple, donc là, je suis en mode remplissage, hein, donc j'insiste bien. Vous avez le remplissage bidirectionnel. Vous avez des petits dessins ici qui apparaissent sur le côté. C'est dire que je vais graver, le laser va aller vers la droite si je prends le dessin en gravant. Et quand il va revenir vers la gauche, il va aussi graver. En gros, il balaye de droite à gauche. Alors que si je le désactive, il va graver que dans un sens, il va se déplacer sans graver pour venir au point de départ, et il va regraver, donc que toujours dans un seul sens. Alors il y a des avantages et inconvénients en fonction de c'est un matériau, ça permet au moins de refroidir le matériau entre les deux, par exemple. Bref, on va laisser en bidirectionnel dans le cas présent. Et vous avez le surbalayage, ça c'est un truc qui est vraiment important à activer, de 2,5% de la distance, c'est-à-dire, lorsqu'il va faire sa gravure, il va pas s'arrêter pour partir dans l'autre sens. Il va continuer sans allumer le laser, enfin il va éteindre le laser, pour faire l'aller-retour et repartir dans l'autre sens. Pourquoi votre laser, il a l'inertie? S'il s'arrête exactement à la fin de sa zone de gravure, en fait il va ralentir et ça va augmenter, à cause de la réduction de la vitesse, le laser va plus brûler la zone, ce qui fait que au niveau des extrémités à droite et à gauche, ce sera plus brûlé que si on le met pas. Donc je vous conseille de toujours l'activer avec une valeur faible, 2,5 mm, ça suffit largement. Vous avez aussi l'intervalle entre les lignes, et oui, qui est par défaut de 0,1 mm. Entre chaque ligne, il va mettre 0,1 mm, ce qui correspond à une résolution en dpi, en points par pouce, pour ceux qui font de l'impression. En fait, c'est la densité des lignes sur un axe, on va dire, de remplissage vertical. Plus vous augmentez, vous réduisez la distance, je passe de 0,1 mm entre lignes à 0,05 mm, la densité est augmentée. J'ai plus de lignes, mais qui sont plus proches les unes des autres. Et ça, pour trouver ces valeurs-là, en fait, il faut savoir quelle est la taille de votre laser. Et oui, si votre laser, il a un point qui fait 0,5 par 0,5 mm, ça sert à rien d'aller en dessous, ça va se superposer. Donc là, je vais rester à 0,1 mm pour le test, ça devrait suffire. Nombre de passes, oulala, moi je reste toujours à une seule passe, j'ai pas besoin de faire plusieurs passes, c'était vraiment un reste précédent. Et l'angle de balayage, c'est par exemple pour graver en diagonale, les lasers diodes en général n'utilisent pas, par contre les fibres et tout, c'est plus utile. Donc bref, vous voyez déjà pas mal de paramètres, je fais OK, et là je vais dire, Thomas, t'as qu'à lancer ton process. Alors déjà, comme tout à l'heure, il faut que je repositionne par rapport au laser, je vais faire éventuellement un cadrage, mais attention, n'oubliez pas, mon calque de découpe qui apparaît au-dessus, donc ce carré en noir, il est toujours activé. Vous voyez, sortie est activé. Si je le décoche, il est grisé, et maintenant Lightburn et donc le graveur vont l'ignorer. Ce qui veut dire que là, si maintenant je fais un cadrage, je peux directement voir où je suis, mais que le calque actif. Donc je récapitule, mon laser à la bonne position, mon bon calque est activé, l'autre est désactivé, je suis en mode remplissage. Vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton de prévisualisation pour voir ce qui va se passer en bougeant la réglette. Donc on voit voilà ces différentes lignes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lancer. Et si on regarde de plus près, c'est pas ouf. Franchement, ça a gravé quelque chose, mais c'est pas assez marqué. Donc mes paramètres ne sont pas bons. Même process que tout à l'heure. Je redéplace mon carré sur le côté et je vais changer mes paramètres. Donc éventuellement, je vais aller plus doucement, on va diviser par 2 la valeur, juste pour voir. Je fais OK, et je relance mon process. Et là, cette fois-ci, ça a l'air quand même beaucoup mieux. Ça a l'air plus noir, plus marqué. Et donc, j'ai un semblant de résultat, voilà, qui devrait me satisfaire. Alors après, on peut fine-tuner, faire quelques autres exemples et tout, mais voilà, là, c'est un peu empirique, je l'avais déjà dit dès le début. Mais de voir comme ça ces résultats. Déjà, mon laser, il marche, je fais de la découpe et je fais de la gravure. Je vous le dis dès maintenant, je vous dis ce sera une autre vidéo, vous avez dans les outils laser ici un essai de matière, de matériaux
voyez, je laisse les paramètres ici par défaut, je fais un aperçu, et ça fait directement une grille qui va tester les différentes vitesses avec les différentes puissances. Mais ça, je préfère vous montrer une façon, je vous disais, assez empirique, et de trouver justement par vous-même. Mais c'est clair qu'il va falloir passer par ce genre de système, c'est quand même vachement plus rapide, honnêtement, et vous verrez beaucoup plus de variations. Donc là, j'annule de toute façon. Voilà, là, vous avez vu, on n'a rien fait d'excitant, mais on a fait tous les trucs, entre guillemets, chiants, j'ai pas d'autres termes, pour voir vraiment les éléments basiques. Si vous êtes allé déjà jusque-là, vous avez réussi à découper et à graver juste ces petits carrés et d'avoir après des résultats qui vous conviennent, et ben déjà félicitations, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes à passer, pas les plus, je vous dis, les plus marrantes. Et donc dans ce projet, on va faire maintenant qu'on a des paramètres de gravure et de découpe, eh ben on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique comme premier projet. Mais cette introduction était pour moi nécessaire. Alors je sais que des gens vont peut-être critiquer pour dire « T'aurais dû faire un test de matériaux pour commencer ». Bah ouais, mais je préfère quand même vous montrer justement à quoi correspondent les paramètres directement et mieux les comprendre et les voir concrètement, directement avec le laser. Donc ces petits carrés, je les laisse dans un coin. Et vous savez ce que je fais des fois? Je les sors carrément de mon espace de travail. En fait, quand ils sont dehors, Lightburn les ignore complètement pour l'exportation, mais ils sont toujours dans un coin. Donc ça, souvent j'ai des documents, quand je fais différentes choses, je les sors, voilà. Et là, on va faire un truc très très basique. Je vais taper un texte, donc je prends l'outil texte, ici, et je vais taper « Soyez créatif », très original. Je vois mes polices de caractères, ça prend les polices système et vectoriel, sans rentrer dans le détail. Je vais prendre le ALER, display. Et vous avez des petits paramètres, par exemple, la hauteur ici, c'est la hauteur de votre police de caractère, mais vous avez notamment l'espace vertical. Vous voyez, je peux très bien le réduire. Attendez, je vais augmenter un peu la taille, voilà. Donc voilà, avoir mon résultat. Et l'idée va être, je quitte, vous voyez, mon outil échappement, ou alors l'outil ici de sélection. Voilà, donc là, je suis ici. Ce que je voudrais, c'est d'avoir une découpe autour de mon texte, avec un petit décalage, et de graver mon texte « Soyez créatif » au sein du même morceau de bois. Et vous allez voir qu'après, on peut vite dériver et découper les morceaux de texte pour les coller exactement à l'emplacement de la gravure. Donc pour ça, ce texte ici, c'est du remplissage. Ça tombe très bien, je suis sur le calque de remplissage. Donc quand je vais vouloir graver, je vais pouvoir avoir le calque est déjà réglé avec les paramètres que j'ai trouvés avant de 200 mm par seconde et une puissance de 40%. Et au niveau des lignes, je voudrais découper tout ça, à faire cette découpe. Comment je fais pour découper? Alors, on peut très bien découper que les lettres individuelles, qui sortiraient du bois, bon, peut-être pas forcément le plus joli. Vous avez une fonction ici, qui s'appelle la forme de décalage, la outline en anglais, les contours. Vous cliquez, et là, directement, vous avez cette petite palette qui apparaît et propose de créer un nouveau tracé de décalage à l'intérieur, à l'extérieur, voire les deux. On va rester à l'extérieur. Je reste sur le rond, et là, vous avez la distance de décalage. Je vais l'augmenter. Regardez, quand vous augmentez la valeur, directement, ce contour apparaît tout autour et se fusionne avec le reste. Si vous avez une valeur un peu plus petite, vous voyez ici, cette 20, on va avoir des petits trous qui vont apparaître ici et là. Moi, je vais essayer de tout fusionner. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve, j'appuie sur OK, j'ai mon texte et un contour. Sauf que ce que je veux, petit rappel, mon texte en gravé et mon contour en découpé. Donc le tracé en découpé, j'ai cliqué pour désélectionner, je reclique pour prendre que ce contour ici, et je voudrais le basculer sur le calque, la couche de découpe de ligne qui se trouve juste au-dessus. Donc le calque noir. Je descends en bas, et je vais directement dans le bouton 00, je clique dessus, et là, directement, mon contour a été assigné à ce calque. N'oubliez pas, tout à l'heure pour nos tests, on avait désactivé la sortie du calque, c'est pour ça que le noir n'est pas noir, il est estompé. Je clique sur sortie, et là, directement, le laser va faire quoi? Dans l'ordre vertical, il va d'abord découper, et après il va graver. Vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est quand même mieux quand on grave d'abord, et on découpe. Je vous montre pourquoi, comment, enfin plutôt comment vérifier ça. L'outil de prévisualisation, je clique. Donc vous voyez, on voit bien le remplissage qui était fait avec les lignes. Vous voyez, si on zoome, on voit les petites lignes. Et on a la découpe autour. Mais si je lis
l'ensemble, bah, vous voyez, il fait d'abord la découpe du contour et après, il va me faire le remplissage par balayage. Donc c'est pour ça, bah, moi je voudrais le contraire, d'abord la gravure et après la découpe. Donc je ferme cette fenêtre de prévisualisation. Mon calque de ligne, bah, je le veux en dessous, donc il est sélectionné, je le descends ici, et maintenant, d'abord le remplissage et après la ligne. Je visualise ça directement dans l'outil, le résultat est le même, sauf que maintenant, vous voyez, d'abord ça fait le remplissage et à la fin, directement, ça m'a fait le contour. Au passage, vous voyez, le temps estimé, 6 minutes et 4 secondes. Alors en général, pour les lasers diodes, c'est assez précis. Pour les lasers de type fibre, un peu moins précis. Bref. Et bien là, vous avez vu, en quelques instants, j'ai pu faire mon opération donc de gravure et de découpe. Design basique, c'est un texte, un contour, mais rien qu'avec ça, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Vous avez un petit logo SVG que vous importez, ce sera pour d'autres vidéos, on peut le faire directement. Donc maintenant, j'ai mon petit logo qui est fait. Mes paramètres de gravure et de découpe, bah, je les ai testés avant, ils sont faits. Je suis sur les bons calques, je n'ai plus qu'à me lancer. Par contre, pour me lancer, c'est comme tout à l'heure, il faudra que je vois sur ma matière, est-ce que je suis à la bonne position? Et c'est pour ça, aussi une autre vidéo, mais d'avoir une caméra qui affiche l'image de votre graveur laser au fond sur la grille, c'est ultra pratique. Alors que là, pour l'instant, c'est fait exprès, mais bah, je tâtonne à positionner ma caméra avec la fonction notamment de cadrage, pas ma caméra, excusez-moi, le graveur avec la fonction de cadrage par rapport à ma matière. C'est pareil, c'est un peu empirique, mais tout le monde n'a pas de caméra. Donc toujours cadrage. Et là, si on constate, en fait, mon logo, il est vachement trop grand par rapport à mon morceau de bois. Donc je peux toujours faire une sélection, un grand rectangle de sélection, voilà, en mode sélection. Tout est sélectionné, et comme ce qu'on a vu avant, on peut très bien changer la taille, et puis ben, on recommence le cadrage. La taille me semble bonne, mais c'est pas la bonne position. Donc je me décale, hop, ici, je recadre. Ah, je suis presque bien. Et un tout petit peu trop grand. Je recadre. J'ai la bonne position, la bonne taille, ma matière est en dessous, mon laser était réglé pour le point de focus que j'avais fait avant, mes calques et tout. Je n'ai plus qu'à lancer ma gravure, ma découpe et voir le résultat. Bon, a priori, la découpe et la gravure se sont très bien passées, déjà parce qu'on voit que la découpe est tombée légèrement, on utilise souvent le terme tomber, donc la découpe est complète, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais surtout, si par exemple votre gravure s'est bien faite, mais que votre découpe ne tombe pas, ben, n'hésitez pas à tout simplement désactiver la sortie de la partie gravure, pas besoin de la refaire, et ben, de relancer simplement votre process que en mode ligne. Donc ça fera finalement une 3e passe, voire une 4e passe, et vraiment être part en part. Ou alors vous baissez le nombre de passes. Mais si votre laser n'a pas été éteint à la bonne position, votre matière n'a pas bougé non plus, si vous relancez le processus, normalement le laser devrait recommencer exactement à la bonne position et donc refaire le process. Et puis pour finir, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire, je voudrais avoir mes lettres en relief, et pas juste gravé, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez basique. La partie, donc, ligne ici, le contour, j'en ai plus besoin. Donc, je peux tout simplement le supprimer. Alors, éventuellement, enregistrez votre projet d'abord. Enregistrez votre fichier sur votre disque dur, au moins sur sauvegarder quelque part. Voilà, hop, je clique dessus pour le sélectionner. Alors, des fois, la sélection, il y a un petit peu de mal, donc un rectangle de sélection permet par exemple de sélectionner votre modèle. Attention, juste un petit truc. Vous sélectionnez du haut vers le bas. Il va rien se passer. Il faut tout prendre pour que ça marche. Par contre, du bas vers le haut, dès qu'il y a un élément qui est sélectionné, il va tout prendre. Petit truc à savoir. Et donc, je prends mon texte qui est en remplissage. Ben non. Je veux que ça soit maintenant une découpe de lignes. Et oui, je veux découper mon texte. Tout simplement. Je l'ai basculé sur un autre calque. Le calque de découpe et on sait qu'il marche dans mon cas à moi. Donc je change la position et là je n'ai plus qu'à lancer donc la découpe. Alors comme tout à l'heure, je lance mon cadrage, je vérifie la position, etc. Alors vous l'avez peut-être constaté, mais voilà, j'ai replacé mon bois par rapport au cadrage. Des fois c'est plus rapide de déplacer le morceau de bois que
de retrouver dans Lightburn la position. Donc là, je vous dis, c'est très empirique, mais bref, peu importe. Faites quand même les radins sur le bois. Pourtant, je suis du genre à dire, dans l'impression 3D, soyez pas radin. Ben là, au niveau du prix du bois et ce genre de choses, tout quand on est débutant, on fait beaucoup d'essais, donc on va forcément faire beaucoup d'erreurs. Voilà, prenez un peu le temps de cadrer pour éviter de bouffer des morceaux de bois d'un seul bloc. Bon, là maintenant, je suis bon, j'ai plus qu'à lancer ma gravure de mes textes et après, je vais pouvoir donc les positionner. Vous imaginez, mettez un petit peu de colle à bois et ça devrait marcher. Et voilà le résultat. Donc j'ai toutes les lettres qui ont été découpées. Bien sûr, il faudrait que j'enlève le trou dans le E et le O, etc. J'ai l'accent du E qui a dû tomber dans les trous qu'il faut que je récupère en dessous. Mais bref, vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Et voilà, vous voyez, alors j'ai posé les lettres un petit peu rapidement avec mes petits gros doigts boudinés. Je pourrais faire ça un peu plus proprement, bien sûr. Mais vous voyez que avec juste un texte, un contour, on joue un petit peu sur les calques. On a fait des découpes. C'était un petit peu effectivement empirique, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. On a déjà un premier exemple. Alors, c'est un petit test, c'est un petit bois de découpe, mais vous avez déjà un projet. Comme tout à l'heure, je le disais, vous pouvez multiplier ça avec plein de choses, mais au moins, vous avez de quoi démarrer. Alors voilà pour cette première partie de cette prise en main de Lightburn. Donc c'est très long, il y a beaucoup de choses qui ont été couvertes, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été vues. Je parle de la caméra depuis le début par exemple. Il y a énormément de choses sur les différents paramètres qu'on va devoir voir. Je parlais des grilles de test, etc. Voilà, donc, mais au moins déjà maintenant vous savez graver, vous savez découper, du contreplaqué, certes, mais vous pouvez l'appliquer à d'autres matériaux. Vous voulez faire du cuir, par exemple, graver du cuir, il suffit de trouver les paramètres qui vont correspondre. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à faire des petits projets basiques, mais commencez vraiment le plus simple possible. Et puis dans les autres vidéos qui viendront forcément plus tard, on va creuser plus sur la machine, on va creuser plus sur les paramètres, on va faire des projets de plus en plus complexes sur des matériaux différents. Et surtout, je vais couvrir d'autres machines, CO2 et fibres en l'occurrence, des vidéos à part, mais pour expliquer un petit peu les petites subtilités. Et surtout, quand je vais faire des making-of, vous allez mieux comprendre ce qui se passe au niveau de Lightburn. Comme d'hab, n'hésitez pas à me poser vos questions, bien sûr, sous la vidéo. N'hésitez pas à me mettre s'il y a une question au niveau du tuto, à quel moment c'est dans la vidéo, parce qu'elle est quand même très longue, comme vous pouvez effectivement le constater. J'ai pas encore fait le montage, c'est la surprise pour moi. Bien sûr, vous me suivez sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, TikTok et tout ce qui va à côté. Likez, vous abonnez à la chaîne, et puis si vous avez appris beaucoup de choses grâce à ce tuto, j'ai déjà dit dès le début, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne ou alors faire un petit don avec la petite fonction de remerciement. Voilà, ça ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi donc à me poser vos différentes questions même d'usage ou ce que vous aimeriez voir par rapport à ce type de vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, soyez créatifs, c'est le plus important. Allez, des bisous, bye bye.